Kenichi est un loser moyen de 40 ans qui n'a pas de petit ami parce qu'il est franchement laid et qu'il travaille tout le temps. Pendant ses jours de repos, il s'occupe de son potager et regarde des animes génériques Isekai. Un jour, alors qu'il est en train de faire des achats en ligne, il disparaît soudainement, et l'instant d'après, il se retrouve dans une forêt. Grâce à l'espiègle nièce de Shrek, il n'a aucune idée de ce qui se passe, mais lorsqu'il voit les restes squelettiques d'un chevalier et des fleurs qu'il n'a jamais vues de sa vie, il se rend compte qu'il est loin de chez lui. Comme il a toujours été un minus, il essaie d'ouvrir une fenêtre d'état, et quand celle-ci lui apparaît en pleine figure, il panique et tombe par terre, maintenant certain qu'il est dans un autre monde. Sans l'aide du Truck-kun tout-puissant, Kenichi prend le temps de réaliser qu'il vit le rêve de tous les fans d'anime. Il consulte ensuite sa fenêtre de statut, qui ne contient que les options « boîte à objets » et « corbeille », et qui ne contient rien de tel que ses statistiques de base. Il y a aussi une autre option appelée « Shangri-La », qui est le nom du site d'achat en ligne que Kenichi utilise le plus souvent, car il ne fait pas confiance à Bezos pour les données de sa carte de crédit. Il est surpris de constater qu'il peut accéder au site à l'aide de sa fenêtre système et vérifie la boîte à objets en y plaçant une plante. Kenichi manipule un peu la fonction poubelle et découvre qu'il peut retirer les modes de bout de la plante et les jeter à l'extérieur sans faire sortir la plante. Soudain, il commence à avoir faim et décide d'essayer l'application Shopping, mais malheureusement, il n'a pas d'argent pour acheter quoi que ce soit. Il se demande s'il peut vendre quelque chose et essaie avec la plante dans sa boîte à objets. La boîte à objets lui indique qu'il s'agit d'herbes, mais pas de celles qui rapportent de l'argent. Kenichi pense qu'il n'y a plus d'espoir quand ses yeux tombent sur l'épée dans la poitrine d'un squelette. Il vend l'épée pour 98 000 yens, ce qui est plus que suffisant pour le nourrir pendant quelques jours. Il achète également une pelle pour creuser une tombe pour le guerrier mort, puis une bicyclette pour se déplacer rapidement dans la forêt et un monoculaire pour voir ce qui l'entoure. Il commence à chercher un campement et élabore un plan d'affaires pour vendre des produits du monde moderne aux paysans ignorants de la région. Un soir, alors qu'il dîne confortablement, il voit une bande de monstres ressemblant à des chiens s'approcher de lui. Il panique et commence à chercher des armes en ligne, mais comme l'application n'est pas basée en Amérique, il ne trouve rien d'utile. Il commence par lancer des feux d'artifice sur les monstres, mais cela ne les effraie pas beaucoup. Heureusement, il trouve un lance-pierre, une arme dont il sait se servir. Bien que sa visée soit pire que celle d'un Stormtrooper, il réussit à toucher quelques monstres après avoir gaspillé quelques balles, et il décide de battre en retraite rapidement. Kenichi profite de cette occasion pour s'éloigner d'eux aussi vite qu'il le peut, ne s'arrêtant qu'au petit matin. Il est maintenant à la lisière de la forêt et découvre qu'il y a une ville à proximité. Il pense que c'est le début de son empire commercial, et il achète un sac en cuir et du poivre noir avec le reste de ses fonds. Puis il commence à se diriger vers la route, traversant les hautes herbes, il manque de se faire écraser par un chariot de marchand. Le marchand, Fuyu, apprend que Kenichi se dirige lui aussi vers la ville, et l'emmène donc en compagnie d'un barde itinérant. Une fois arrivé en ville, Kenichi aide Fuyu à décharger quelques affaires. Fuyu le remercie, mais Kenichi lui répond que c'est lui qui devrait le remercier de lui avoir parlé de la ville et des affaires en chemin. Pour remercier Fuyu, Kenichi lui donne le sac de poivre noir, ce qui rend Fuyu nerveux. Il chuchote à l'oreille de Kenichi de ne plus penser à vendre des épices parce qu'un groupe de marchands effrayants nommé Bikopa en a le monopole. Fuyu dit qu'il ne faut jamais vendre d'épices ouvertement, mais que si c'est une affaire privée, c'est très bien. Fuyu commence à chercher sa bourse, mais Kenichi dit qu'il n'a pas besoin d'argent. Fuyu répond qu'en tant que marchand, il aime obtenir des choses à bas prix, mais jamais gratuitement. Il donne à Kenichi des pièces de cuivre et d'argent d'une valeur de 50 000 yens, et Kenichi est choqué parce qu'il a obtenu le poivre noir pour seulement 950 yens. Il se promène ensuite un peu dans la ville avant de trouver une auberge. Une fille joyeuse nommée Azalea l'accueille et commence à lui faire la conversation tout en l'enregistrant. Elle apprend que Kenichi veut devenir marchand, mais qu'il ne sait ni lire ni écrire la langue du pays. Elle lui dit que s'il ne sait pas lire, écrire et faire des mathématiques de base, la guilde des marchands ne l'acceptera pas. Kenichi lui demande de lui apprendre à lire et à écrire car il est déjà bon en maths, et en échange, il lui donnera des bonbons d'un autre pays. Son piège à miel fonctionne sur Azalea, qui apprend le vrai sens du bonheur en mangeant des bonbons qui seraient normalement hors de sa portée. Elle commence à enseigner à Kenichi comment lire et écrire leur langue, et il l'assimile rapidement parce qu'elle n'est pas très différente du japonais. Pendant qu'il s'entraîne, Azalea s'installe confortablement dans sa chambre et commence à séduire Kenichi car elle est sûre qu'il deviendra bientôt un homme d'affaires prospère. Kenichi lui dit de ne pas s'embêter avec lui parce qu'il est assez âgé pour être son père, mais Azalea est prête à l'appeler papa. Kenichi lui offre alors un croquis d'elle à la Titanic, et Azalea est tellement ravie qu'elle saute immédiatement sur lui et le laisse lui taper sur les joues. Le lendemain, Kenichi se rend à la guilde des marchands pour obtenir sa carte d'identité, qui ressemble à une petite baguette. Il se promène ensuite sur le marché, apprenant la valeur de divers objets. Une vendeuse de fruits attire son attention avec ses melons et lui demande de lui acheter quelque chose. Kenichi ne connaît même pas les fruits de ce monde, mais il les achète et interroge Azalea à leur sujet plus tard.
Elle lui parle des fruits et lui demande s'il a réussi à obtenir sa licence de marchand. Kenichi lui montre la baguette, et elle se met à sautiller de joie parce que son papa gâteau peut maintenant commencer à gagner de l'argent. Le lendemain, Kenichi fait un peu de menuiserie pour se créer une échoppe pendant qu'Azalea le surveille. Elle remarque les pinces à linge en bois et lui dit qu'il peut les vendre parce qu'il n'y a pas de bonnes pinces à linge ici. Kenichi se rend ensuite au marché et prend place à côté d'une vieille dame. Alors qu'il sort son stand de la boîte à objets, la femme est surprise et vient vérifier sa marchandise. Elle constate qu'il vend des objets de grande qualité, mais ce qui attire le plus son attention, ce sont les pinces en bois. Elle en achète à Kenichi, puis se présente comme Hanama, une marchande chevronnée. Bientôt, des clients commencent à venir dans leur boutique, et la plupart d'entre eux achètent les pinces en bois de Kenichi. Grâce à cela, Hanama fait plus d'affaires que d'habitude. Bientôt, un jeune homme blond entre dans sa boutique, et en voyant ses vêtements et son épée, Kenichi se rend compte qu'il doit être assez riche. L'homme s'intéresse au couteau et demande à Kenichi s'il a quelque chose de plus grand que les objets exposés. Kenichi commence à parcourir l'application de shopping pour trouver un couteau plus grand, et il trouve bientôt un couteau de chasse qui conquiert le cœur de l'homme. Il demande le prix, et voyant que le client aime trop le couteau de chasse, Kenichi le vend à une pièce d'or. Alors que l'homme se demande s'il doit acheter ce magnifique couteau à un prix élevé, une fourrure aux oreilles de chat apparaît devant Kenichi et commence à le renifler. Il est déconcerté, car il n'aime pas les fourrures, et la féline lui lèche le nez. C'est alors que ses amis arrivent et la giflent pour s'être mal comporté, et Kenichi découvre qu'il s'agit d'authentiques furies. Il est effrayé de les voir et se justifie en disant qu'il n'a jamais vu de gens à poil auparavant pour ne pas paraître raciste. Les félins veulent des tapis comme celui qu'il a placé en haut de son box, et Kenichi fait le calcul pour eux. Ils commencent à le dévisager parce qu'ils ne font pas confiance à quelqu'un qui fait des maths trop vite. Mais lorsque le blondinet leur assure que les calculs de Kenichi sont vrais, ils acceptent le marché. Hanama dit à Kenichi que les gens des bêtes sont dyslexiques en maths, et qu'il ne devrait pas s'en préoccuper. D'un autre côté, le blond est également impressionné par l'honnêteté de Kenichi avec les naïfs, et il décide de lui acheter l'épée. Kenichi retourne ensuite à l'auberge et s'achète une meilleure chambre avec le bénéfice qu'il a gagné en une journée. Il commence à réfléchir à la fenêtre du système et à l'application d'achat et se demande comment tout cela fonctionne. Il ne comprend rien, même après avoir essayé, alors il décide de s'endormir. Quelques jours plus tard, Kenichi décide de vendre des bijoux bon marché, en espérant qu'ils soient suffisamment attrayants pour une riche dame. Hanama est elle-même très impressionnée par la collection, et elle demande à Kenichi quel est son fournisseur, mais il lui répond que c'est un secret. Juste à ce moment-là, une femme de chambre qui avait acheté les pinces à linge hier se présente à nouveau à la boutique de Kenichi et commande 100 pinces en une seule fois. Kenichi est surpris par l'ampleur de la commande, mais il est heureux d'avoir de nouvelles affaires. Alors qu'il est occupé à compter les pinces, la femme de chambre commence à regarder les bijoux. Kenichi lui dit que chaque collier coûte 6 petites pièces d'argent, et la jeune fille est très surprise car c'est moins cher que ce qu'elle pensait. Kenichi propose de lui réserver un collier au cas où elle aurait besoin de temps pour se décider, et elle accepte. Le commerce continue de prospérer tout au long de la journée et, le soir, le peuple des chats vient à nouveau voir Kenichi. Il est intimidé par leur regard, mais il s'avère qu'ils sont venus acheter des épices à Kenichi. Ils lui disent que la fille a le nez le plus fin parmi eux, et qu'elle a senti des épices sur Kenichi la dernière fois. Elle le supplie de leur vendre des épices car elles aiment vraiment la nourriture épicée, mais Hanama leur dit d'arrêter de faire des demandes qui mettraient Kenichi dans le collimateur de la mafia des épices. Kenichi affirme qu'il ne peut pas leur vendre d'épices, mais lorsque les chats se prosternent devant lui, il décide de trouver une échappatoire. Au lieu de leur vendre des épices, il décide de leur offrir un repas épicé au bord de la rivière. Hanama lui demande si elle peut l'accompagner. Il accepte, et les chats ne perdent pas de temps pour attraper Kenichi et courir jusqu'à la rivière. Il fait déjà nuit lorsqu'ils atteignent la rivière, et pendant que Kenichi et Hanama préparent les légumes et les épices, les chats pêchent du poisson pour eux. Kenichi leur prépare un curry épicé que les chats adorent. Ils commencent à avoir envie d'un peu d'alcool pour accompagner ce plat, et Kenichi les couvre également dans ce domaine. Alors que les chats boivent et dansent, Hanama dit à Kenichi qu'il est trop gentil et confiant, et que cela peut lui créer des problèmes à l'avenir. Kenichi n'y pense pas trop et passe le reste de la nuit à faire la fête avec le peuple des chats, puis à se blottir contre la fille nommée Miaret. Le lendemain matin, alors qu'il retourne à son auberge, Azalea devient jalouse en voyant les cheveux de Miaret sur sa chemise, et Kenichi commence à craindre de ne plus obtenir d'elle le Gluck Block 3000. Quoi qu'il en soit, il s'installe à nouveau au même endroit quand soudain une jolie fille avec un complot défiant les lois de la gravité s'approche de lui. Kenichi s'éprend d'elle, puis il remarque la servante derrière elle. Il lui demande si elle est là pour acheter le collier, et elle le paie. La servante montre le collier à son maître, qui est impressionné d'apprendre qu'il s'agit d'un verre poli et non d'un diamant, malgré son apparence. Elle jette un coup d'œil aux autres colliers et demande à Kenichi s'il en a d'autres. Il en sort d'autres de sa boîte à objets, et la jeune fille reste sans voix. Elle se présente comme Primula, la fille du propriétaire de la prestigieuse Mallow Trading Company,
et demande à Kenichi de rencontrer son père. Kenichi demande conseil à Hanama, qui lui dit que le propriétaire de la Mallow Company est un homme bon et respecté par tous les habitants de la ville. Kenichi saisit immédiatement l'occasion de nouer des liens avec un important groupe d'affaires. Sur le chemin du retour, Primula raconte à Kenichi qu'elle a essayé de copier ses pinces à linge en bois, mais que son artisan n'a pas réussi à obtenir le bon ressort. Kenichi n'y voit pas d'inconvénient, car il sait que ce genre de chose est inévitable dans le monde des affaires. Ils arrivent bientôt au manoir de Primula, et bien que Kenichi soit impressionné, Primula lui dit que ce n'est rien comparé au manoir des nobles. Kenichi rencontre alors le père de Primula, Monsieur Mallow, qui évalue les bijoux qu'il possède. Il lui révèle alors qu'il possède également une boîte à objets, et que c'est la principale raison pour laquelle son entreprise s'est développée. Après avoir bu du thé et plaisanté, Mallow passe aux choses sérieuses et demande à Kenichi de devenir le fournisseur exclusif de son entreprise. Kenichi lui demande pourquoi il ne lui achète pas les objets à bas prix pour les revendre plus cher, et Mallow lui répond que ce serait la chose la plus stupide qu'il puisse faire en tant qu'homme d'affaires. Il explique que cela nuira à sa relation avec Kenichi, ce qu'il ne veut pas. De plus, si l'un de ses rivaux profite de cette occasion pour signer un contrat d'exclusivité avec Kenichi, ce serait la pire des choses pour lui. Il dit qu'il croit qu'il faut établir une relation de confiance avec les marchands talentueux pour grandir ensemble et offre à Kenichi 50% des bénéfices de la vente des bijoux. Kenichi accepte volontiers le marché sans négocier et fournit de jolies broches à Mallow pour sa première livraison. Cependant, au lieu de les laisser faire des affaires avec elle, Primula décide de toutes les acheter pour elle-même. Elle offre à Kenichi 10 pièces d'or pour toutes les broches, et il lui faut un peu de temps pour réaliser qu'il obtient 2 millions de yens dans cette affaire. Maintenant qu'il dispose d'une bonne somme d'argent, Kenichi décide de s'acheter une maison en dehors de la ville afin de mener une vie calme et paisible. Il choisit une belle zone près de la frontière de la ville et achète une tondeuse à gazon pour couper l'herbe et créer un chemin accidenté. Il achète ensuite une tronçonneuse à essence pour abattre des arbres, ce qui lui prend toute la journée. Il décide de mettre les arbres dans sa boîte à objets, mais ils sont trop grands pour y entrer, c'est ce qu'elle a dit. Il les coupe donc en petits morceaux et se rend compte qu'il ne peut pas stocker d'objets de plus de 10 mètres de long. Il décide d'en rester là et, le lendemain matin, il commence à extraire les souches d'arbres du sol. Mais c'est beaucoup plus difficile que de couper les arbres à la tronçonneuse, et Kenichi abandonne avant même d'avoir exposé les racines du premier arbre. Il achète une mini-pelle d'occasion pour arracher les souches, mais cela lui coûte 1,2 million de yens, soit près de la moitié de sa valeur nette totale. De plus, il s'aperçoit que l'excavatrice a besoin de diesel pour fonctionner et qu'il n'y a pas de vente en ligne. La chose la plus proche qu'il puisse trouver est du carburant de camping, mais il est beaucoup plus cher que l'essence normale. Kenichi n'a pas d'autre choix que de continuer à investir de l'argent dans l'excavatrice s'il ne veut pas qu'elle devienne un tas de ferraille. Il achète également un générateur diesel pour voir si le carburant de camping peut l'alimenter, et il réussit à faire fonctionner le diesel et l'excavatrice. Plus tard dans la nuit, il prend un bain dans la rivière, mais les piqûres d'insectes sur toute sa main commencent à le démanger. Il se souvient qu'Azalée lui a dit d'acheter des pierres magiques anti-insectes au magasin d'outils situé à l'orée du marché et s'y rend le lendemain matin. Il trouve un vieux magicien qui tient la boutique et qui est très curieux de Kenichi après avoir appris qu'il vient d'un autre pays. Il dit à Kenichi qu'une pierre anti-moustique vaut 3 pièces d'argent, mais quand Kenichi lui donne des oranges, un fruit qu'on ne trouve pas dans ce pays, le vieil homme fait tomber le prix à 2 pièces d'argent. Plus tard, Kenichi ouvre à nouveau son magasin et Hanama lui dit que le vieil homme sait beaucoup de choses. Elle lui dit d'être en bon terme avec lui parce qu'il peut l'aider dans beaucoup de choses. Tout en discutant, l'attention de Kenichi se porte sur les avis de recherche accrochés au mur, et Hanama lui apprend qu'ils ont récemment augmenté la prime sur Shaga, le chef des bandits de la région. Kenichi ne se préoccupe guère de ce bandit et retourne sur son terrain après avoir réglé ses affaires de la journée. À l'aide de sa pelleteuse, il déterre facilement les souches d'arbres et aplanit la zone pour y poser les fondations de sa maison. Cependant, le problème est qu'il n'a pas beaucoup d'argent sur son compte après la récente séance de shopping, et qu'il doit économiser beaucoup avant de commencer à construire la maison de ses rêves. Kenichi se rend chez Mallow avec du sucre en poudre conservé dans le même pot que celui dans lequel il gardait les cendres de sa grand-mère. Mallow renifle le sucre et pense qu'il s'agit d'un produit de haute qualité, mais malheureusement, il ne peut pas l'acheter. Il explique que le pays détient le droit exclusif d'acheter du sucre et du sel, et que Kenichi ne peut donc pas le vendre à d'autres. Kenichi est déprimé en entendant cela, mais Mallow lui dit que les bijoux sont de plus en plus populaires parmi les nobles, alors Kenichi décide de ne s'occuper que de cela pour le moment. Il donne quelques broches à Mallow, ce qui lui rapporte 15 pièces d'or, soit 3 millions de yens. C'est plus qu'il n'en faut pour acheter une cabane en bois en ligne, qu'il commande sans même lire les détails. Ce n'est qu'après avoir reçu une pile de bois qu'il se rend compte qu'il doit construire la cabane lui-même. La dépression le frappe à nouveau, mais il se sent mieux après avoir lu les instructions et décide d'assembler la cabane lui-même, car cela semble assez facile. Heureusement, le peuple des chats passe bientôt dans la région et décide de l'aider pour le remercier d'avoir partagé le délicieux repas avec lui. Même avec leur aide,
Il faut presque un mois à Kenichi pour construire la cabane tout en continuant son activité. Il organise une fête barbecue pour le peuple des chats à l'achèvement de sa maison, puis va à l'intérieur pour s'asseoir sur son lit, qui est à peu près la seule chose dans la cabane. Ensuite, il commence à meubler sa maison, ce qui lui prend encore un mois et beaucoup d'argent. Il fabrique une clôture en bois pour entourer la maison et le jardin. Il achète ensuite une salle de bain portative pour composter ses déchets en fumier. Il installe lui-même la plomberie dans la maison, puis achète des panneaux solaires et des batteries afin de disposer d'un approvisionnement constant en électricité. Pour couronner le tout, il achète une cuve de bain et prend son premier bain chaud depuis son arrivée dans ce monde. Une fois sa maison entièrement meublée, Kenichi se rend à l'auberge et annonce à Azalea qu'il a désormais son propre logement et qu'il ne restera donc plus ici. Il la remercie pour tout, et elle reste sans voix car elle ne pensait pas qu'il partirait si tôt. Le lendemain matin, Kenichi se rend à vélo dans la forêt et, à l'aide d'un réflexe numérique qu'il a récemment acheté, prend des photos de fleurs qu'il n'a jamais vues auparavant. Soudain, une flèche frappe son vélo et il s'écrase sur le sol. Avant même qu'il ait le temps de comprendre ce qui se passe, d'autres flèches se dirigent vers lui, mais heureusement il les esquive toutes. Alors qu'il se cache derrière un arbre, il entend des hommes-bêtes vivants dans la forêt parler de lui. Il n'aime pas Kenichi parce qu'il a construit une maison près de la forêt, et il décide de le tuer pour qu'il ne les dérange plus. Kenichi se rend compte qu'il n'est pas obligé de jouer les gentils avec ces connards racistes, et il utilise toutes les armes de son arsenal. Il commence par leur tirer dessus avec son lance-pierre, et même si sa précision est très faible, les dégâts sont suffisants pour assommer le Beast Folk en un seul coup. Il lance ensuite des feux d'artifice pour les intimider et invoque sa pelleteuse pour les faire fuir. Il décide ensuite de rentrer chez lui quand il entend soudain quelqu'un pleurer derrière les buissons. Il va voir qui c'est et, à sa grande surprise, c'est un énorme chat violet qui a été blessé par les flèches du Beast Folk. Kenichi veut l'aider, mais il craint de se faire mordre, alors il achète des coussins et les attache autour de son bras et de son cou. Il retire ensuite la flèche du corps du chat, qui n'essaie pas de se débattre, et se rend compte qu'il peut le soigner davantage. Il désinfecte la plaie avec de l'alcool, applique une crème antiseptique et donne au chat des analgésiques. Cependant, il n'est pas sûr que le chat puisse survivre dans la nature et il le ramène chez lui. Il s'inquiète de voir que le chat ne bouge même plus et, le lendemain matin, il va voir le vieux sorcier pour lui demander s'il y a un moyen de le guérir par la magie. Le vieux sorcier le traite de fou pour avoir essayé de sauver un lynx et lui suggère de vendre sa peau à la place. Kenichi ne veut pas faire cela, et c'est alors que la fillette Miare le trouve. Elle apprend l'histoire et lui dit que les lynx sont considérés comme des messagers de Dieu chez son peuple, et qu'elle veut le voir. Kenichi l'emmène chez lui et constate que le lynx sauvage est devenu un peu actif. Pour le remercier d'avoir sauvé le chat, Miare chasse quelques oiseaux et lui donne le Gluck Gluck 2000 la nuit. Après quelques jours, le lynx est complètement guéri et Kenichi le laisse en liberté. Il prend ensuite un peu de recul par rapport à son magasin et se concentre sur l'agriculture. Comme il a besoin de beaucoup d'eau, il décide de creuser un puits pour son propre usage, ce qui lui prend environ une semaine. Alors qu'il s'apprête à prendre un bain, Primula vient le chercher. Elle dit qu'elle était inquiète parce qu'il n'avait pas ouvert sa boutique depuis longtemps, mais heureusement, Miare lui a parlé de sa maison. Elle est surprise de voir tout ce qu'il y a autour de la maison, en particulier la pelleteuse. Kenichi ne peut pas lui dire la vérité, alors il dit que c'est son familier et lui demande de garder le secret sur le fait qu'il peut utiliser la magie. Primula le croit et accepte de garder son secret, puis Kenichi se rend compte que l'heure de la fermeture des portes de la ville est déjà passée. Primula lui dit qu'elle va rester chez lui et qu'elle n'a aucun problème à partager son lit. À ce moment-là, son regard se porte sur le tambour rempli d'eau, et en apprenant qu'il s'agit d'un bain, son visage s'illumine. Elle prend un bain mais s'effraie en entendant le bruit d'animaux sauvages et demande à Kenichi de rester près d'elle. Il lui donne ensuite un peignoir et une chemise de nuit, et Primula voit dans ces deux articles un énorme potentiel commercial. Elle dit à Kenichi qu'il devrait les vendre car ils seraient très populaires parmi les nobles, mais il lui répond qu'il ne veut rien faire avec ces gens consanguins qui pensent que le monde leur appartient. Il fait alors un croquis de Primula pour l'élever, ce qui la rend très heureuse, mais elle ne lui donne pas l'occasion de lui taper sur les joues. Le lendemain, alors qu'il se rend en calèche en ville, Kenichi se demande comment il va expliquer à Malo qu'il a passé une nuit avec sa fille, mais heureusement, Malo est une personne ouverte d'esprit, et il ne pose aucune question à ce sujet. Ils entrent et Kenichi montre à Malo les serviettes et les chemises de nuit sur l'insistance de Primula. L'homme d'affaires est très impressionné, puis Kenichi décide de lui montrer de la lingerie sensuelle qui fera fureur auprès des femmes désireuses de séduire quelqu'un. Malo fait une grimace en pensant que sa fille a porté cela hier soir lorsqu'elle est restée chez Kenichi, mais il lui dit qu'il ne faisait que plaisanter et range la lingerie. À ce moment-là, la servante arrive avec leur livre de compte, car le royaume est en train de changer la méthode de conservation des documents commerciaux. Malo explique que la technique de la double comptabilité est devenue populaire dans tout le pays grâce à un certain homme qui a récemment influencé la politique du royaume. Il s'agit manifestement d'un terme du monde moderne, et Kenichi commence à soupçonner l'homme qui a inventé ce système ici. Ensuite,
Malo l'emmène dehors pour lui montrer le nouveau produit sur lequel travaille son entreprise et, à sa grande surprise, il s'agit d'une pompe à main. Malo explique qu'il s'agit également d'un nouvel article qui gagne en popularité sur le marché, et qu'il voulait donc le fabriquer avant ses rivaux. Après avoir vu la pompe à main, Kenichi est certain qu'il y a quelqu'un d'autre dans ce monde, quelqu'un qui vient du monde moderne. Après ce jour, Primula commence à venir souvent chez Kenichi, et parfois elle y passe la nuit. Lors d'une de ces nuits, elle lui dit qu'elle doit faire des achats pendant un mois à partir de demain, et qu'elle est venue ici avant pour quelque chose d'important. Elle demande à Kenichi de lui montrer la lingerie osée qu'il a montrée à son père pour plaisanter, et il lui demande qui elle veut séduire avec. Elle rougit en lui disant qu'elle veut tenter sa chance avec lui, mais Kenichi lui dit de trouver quelqu'un plus proche de son âge. Primula dit qu'elle n'a rien contre l'écart d'âge et que même son père l'approuve. Cela donne mal à la tête à Kenichi qui ne veut pas prendre d'engagement sérieux maintenant, mais il laisse Primula se blottir contre lui toute la nuit. Le lendemain matin, après son départ, le chevalier blond qui avait acheté un couteau de chasse à Kenichi vient chez lui et se présente sous le nom de Paul. Il dit qu'il est ici pour enquêter sur des plaintes concernant un homme louche vivant dans la forêt, et bien qu'il fasse confiance à Kenichi, il se méfie des panneaux solaires. Kenichi lui répond qu'ils sont liés à la magie et lui demande de garder le secret. Paul lui dit que son silence lui coûtera cher, alors Kenichi lui donne des barres d'acier de haute qualité pour forger des épées et une bouteille de vin. Paul est tellement impressionné par lui qu'il décide de lui parler d'un magicien unique dans la capitale qui a le pouvoir d'invoquer une sauce appelée Mayo, et qui peut aussi vaincre un dragon avec. Kenichi est choqué d'entendre cela, mais il est maintenant encore plus certain que ce mystérieux magicien vient de la Terre. Un mois s'écoule et Kenichi attend le retour de Primula, car il a hâte de la revoir. Soudain, il entend un vacarme sur la place de la ville, et la servante de Primula arrive en courant dans sa boutique pour lui faire part de l'urgence de la situation. La caravane de Primula a été attaquée par des bandits dans la forêt et elle a été enlevée. Son père est devenu fou à cause de cela, et il supplie les aventuriers de la ville de sauver sa fille au milieu de la rue. Mais personne n'est prêt à affronter Shaga, le célèbre chef des bandits, et il laisse le vieil homme à ses propres méthodes. Les passants comprennent pourquoi personne n'ose aider Malo, car Shaga dispose d'une bande de 50 bandits impitoyables. Kenichi regarde le marchand désespéré supplier les gens de l'aider et se demande s'il peut faire quelque chose pour lui. Pendant ce temps, le bandit Shaga enferme Primula dans une cellule, et elle l'affronte sans crainte en lui demandant « Que comptez-vous faire de moi ?» Shaga lui dit qu'il aime son assurance et qu'il voudrait la faire crue, mais malheureusement, il doit la vendre à un riche noble en pleine forme. De retour en ville, Malo supplie des gens au hasard de sauver sa fille, et finit par s'accrocher aux pieds de Kenichi. Kenichi commence à penser à Primula et se laisse submerger par ses émotions en disant à Malo qu'il fera quelque chose à ce sujet. Il se rend compte qu'il a dit quelque chose qui n'est pas de son ressort, mais il ne peut pas laisser Primula se faire blesser. Il décide d'utiliser l'application de shopping pour trouver un moyen de la faire sortir et demande à Malo s'il peut lui donner un peu d'argent pour commencer. La secrétaire de Malo lui donne immédiatement un sac rempli de pièces d'or, et Kenichi l'utilise pour acheter un camion afin d'atteindre rapidement la base de Shaga. Il demande à tout le monde de faire de la place parce qu'il va utiliser la magie d'invocation et commence à chanter « Fat, juicy, and wet, gras, juteux et mouillé » pour l'effet dramatique. Sur ce, il achète un camion de 2 millions de yens, et tout le monde est abasourdi. Kenichi monte dans le camion et leur dit que ce chariot ne fait que ce qu'il dit, et qu'ils n'ont donc pas à avoir peur. Il demande ensuite si des volontaires veulent monter dans sa voiture et lancer une attaque surprise contre Shaga pour le faire tomber, mais personne n'est prêt à risquer sa vie. Soudain, le lynx roux que Kenichi a sauvé plus tôt vient au camion pour l'accompagner, et bientôt Mireille et les autres hommes chats viennent aussi parce qu'ils lui sont redevables. Kenichi leur achète immédiatement des armes modernes et leur dit qu'il les a enchantées avec de la magie pour les rendre plus légères et plus résistantes. Bientôt, le chevalier Paul arrive à son tour et dit à Kenichi qu'il veut rejoindre son équipe parce qu'il est un chasseur de gloire et qu'il veut éliminer les bandits notoires pour devenir célèbre. Ensuite, le vieil homme du magasin général arrive et dit à Kenichi qu'il se joindra également à eux. Kenichi rejette d'abord le vieil homme en disant qu'il aura besoin d'une aide médicale avant même qu'ils n'atteignent leur destination, mais le vieil homme révèle qu'il a été un aventurier digne de ce nom dans le passé. Il utilise la magie du feu pour montrer qu'il a toujours le chien en lui, et Kenichi n'a aucun problème à le laisser entrer. Le volontaire suivant est encore plus choquant pour lui car il s'agit d'Anama, qui dit qu'elle ne peut pas se battre, mais qu'elle peut au moins donner les premiers soins et apporter un soutien moral. Kenichi décide d'emmener la vieille femme, pourquoi pas, et demande ensuite si quelqu'un d'autre veut se joindre à eux. La foule se disperse parce qu'elle n'est même pas intéressée, mais Malo demande à Kenichi de l'emmener avec lui. Kenichi dit au vieil homme de rester à la maison car quelqu'un doit préparer l'accueil de Primula. Après cela, Kenichi s'inscrit en tant qu'aventurier et entreprend la quête pour vaincre Shaga. Il se rend ensuite à la base de Shaga, incertain de pouvoir en revenir vivant, mais il se souvient alors des paroles inspirantes de Goldisap, qui disait qu'il y a un moment où un homme doit se battre, tout en sachant qu'il peut perdre. Pendant ce temps, Primula rencontre une esclave dans le camp des bandits qui lui apporte de la nourriture.
Primula se rend compte que la jeune fille a encore plus faim qu'elle, alors elle lui dit de manger le pain et ajoute qu'elle devrait quitter cet endroit ensemble lorsque les secours arriveront. Au même moment, Kenichi et son groupe ont atteint la moitié de la base de Shaga, et ils font une pause pour faire le plein de calories avant le début du combat. Après avoir mangé, Kenichi explique sa stratégie à tout le monde, et tout le monde est d'accord avec son plan. Hanama réalise soudain qu'elle sera totalement inutile sur le champ de bataille, et décide donc de rester en retrait. Kenichi achète ensuite une paire de talkie-walkie et en donne un à Miare, qu'il envoie en mission de reconnaissance. Elle localise les vieilles ruines où se trouvent les bandits, et Kenichi dit à tout le monde de se préparer. Il part en voiture, disant à Hanama de contacter la guilde s'ils ne reviennent pas dans les 24 heures et de leur dire que la quête pour maîtriser les bandits a échoué. Il fait nuit lorsqu'ils arrivent près de la base des bandits, et Miare rapporte que beaucoup de bandits sont ivres morts. Tout le monde se prépare à se battre, mais les hommes-chats savent que Kenichi n'a jamais tué personne auparavant, alors il lui donne quelque chose qui peut l'aider. Il lui demande de prendre une bouchée de la noix, et dès que Kenichi le fait, il réalise que la noix est la version de ce monde de la poudre de neige magique. Il devient faux allié en expérimentant la première défonce de sa vie ennuyeuse et conduit comme s'il avait enseigné à 20 diesel. Le camion arrive bientôt près du château, et comme les gardes sont distraits par ses lumières, Miare leur tire dessus. Ils atteignent ensuite l'entrée du château, et le vieux mage fait sauter la porte avec de la magie. Les bandits sont choqués, mais ils sont trop ivres pour réagir à temps lorsque le camion de Kenichi entre dans leur base. Kenichi demande au vieux mage de les frapper avec une autre magie puissante, mais le vieux mage l'a transformé en un idiot à une pompe. Les chats voient leur chance de s'imposer et attaquent les bandits ivres, qui sont des cibles faciles pour eux. Après eux, Paul surgit à son tour, avec un air de personnage principal, et tue les bandits sans effort avec son épée géante. Un bandit se faufile derrière Kenichi pour l'attaquer, mais le lynx et Miare le couvrent. Soudain, d'autres bandits sortent des ruines et Kenichi décide qu'il est temps de se joindre à la bataille. Il invoque sa pelleteuse et monte dessus, la conduisant vers les bandits et les massacrant à l'aide d'une griffe métallique. Les bandits commencent à être battus de tous les côtés et battent en retraite, réalisant qu'ils ne peuvent pas gagner contre le monstre de métal. Kenichi décide de creuser dans le bâtiment pour voir s'il peut trouver Primula et ouvre un trou dans l'une des cellules où d'autres filles sont retenues prisonnières. L'esclave est aussi avec elle, et lorsqu'elle voit Kenichi contrôler l'excavatrice, elle pense que Dieu lui-même est venu l'aider. Kenichi jette un coup d'œil hors de l'excavateur pour voir que Primula n'est pas avec les femmes, puis Shaga lui dit de lever les yeux car il a la fille en otage en ce moment même. Il dit à Kenichi et aux autres de rester à terre s'ils ne veulent pas que Primula meure, puis il déchire ses vêtements en disant que s'il avait su que cela arriverait, il se serait déjà amusé avec elle. Primula est dégoûté par le bandit, mais Kenichi reste calme et élabore un plan. Il achète un pointeur laser de qualité militaire et parle doucement à Miare, lui disant de suivre le point rouge sur le corps de Shaga, et quand il sera aveuglé par le laser, ce sera l'occasion d'attaquer. Il remonte progressivement le long du corps de Shaga avec le pointeur laser, et avant même qu'il ne puisse se douter que quelque chose ne va pas, le laser touche son œil, l'aveuglant. Miare lui tire immédiatement dessus, mais sa flèche n'atteint que l'épaule de Shaga. Primula se précipite aux côtés de Kenichi, et Shaga tente de l'attaquer plutôt que de la laisser partir, mais une puissante force magique le pousse sur le côté et le projette en bas de l'immeuble. Il se retrouve en face de Miare, et cette fois, elle lui tire une balle dans la tête, le tuant. Au même moment, Primula atteint Kenichi et le serre dans ses bras. Il est encore sous l'effet de la noix magique et sent monter l'épée entre ses jambes, mais il parvient à contrôler ses pulsions. Il envoie ensuite l'un des hommes-chats informer Hanama qu'ils ont réussi. Ensuite, il creuse un puits pour les filles qui étaient gardées par les bandits et leur donne des vêtements à porter après leur bain. Pendant ce temps, il trouve l'esclave allongé sur le lynx et demande à Primula de lui donner un bain. Il achète ensuite une paire de ciseaux pour lui couper les cheveux, et la capitaliste Primula y voit immédiatement une opportunité commerciale. Elle s'accroche à Kenichi, sans s'apercevoir qu'elle vient de faire tomber sa serviette, et demande s'ils peuvent la vendre au marché. Les autres filles lui rappellent qu'elle a fait tomber sa serviette, et Primula court immédiatement se couvrir. Une fois que tout le monde a fini de nettoyer, Kenichi achète une jolie robe pour la fille, qui se présente sous le nom d'Anne. Elle trouve aussi la lettre du noble qui a dit à Shaga d'enlever Primula, ce qui fait comprendre à tout le monde pourquoi la guilde était si réticente à prendre l'affaire en main. Ensuite, ils vont chercher Hanama, qui s'émeut en voyant qu'ils sont tous en vie. Ils retournent à la cachette des bandits pour y passer la nuit, et Kenichi s'endort avec Primula et Anne à ses côtés. Le lendemain, Kenichi retourne à la ville avec Primula et d'autres à ses côtés. Malo et les autres les attendent avec impatience, et dès que Primula sort du camion, elle court immédiatement pour serrer son père dans ses bras. Cependant, leur réunion émouvante est interrompue lorsque Malo remarque que Primula porte des vêtements haut de gamme que Kenichi lui a offerts, et ces capitalistes commencent à envisager de faire des affaires avec eux. Ensuite, Malo s'approche pour remercier Kenichi d'avoir sauvé sa fille, puis lui demande s'il a apporté le butin dans sa boîte à objets. Kenichi répond nerveusement par l'affirmative, car il sait que le butin dont parle Malo est en réalité quelque chose de terriblement dégoûtant et sanglant.
Il se souvient du moment précédant leur départ pour la ville, lorsque les aventuriers félins lui ont dit de mettre les têtes des bandits qu'il avait tués dans sa boîte à objets, car la guilde devra vérifier leur visage avant de lui donner sa récompense. Keneshi était dégoûté par cette idée, mais pour les aventuriers félins, c'était un mardi comme un autre, et ils ont décapité les bandits et jeté leurs corps dans un immense feu de joie. Alors qu'il les regardait accomplir cette opération brutale sans sourciller, Mialet s'est accroché à son dos et lui a dit qu'il avait de la chance d'avoir la boîte à objets, car il serait compliqué de transporter ses corps morts jusqu'à la ville normalement, et il commencerait à sentir en moins d'une journée. Keneshi a été horrifié en entendant cela et s'est demandé s'il pourrait un jour vivre la vie paisible dont il avait toujours rêvé. Quoi qu'il en soit, il a mis tous les objets de valeur que les bandits accumulaient dans sa boîte à objets, puis il a parlé aux femmes qu'ils avaient emprisonnées. Il leur a proposé de les ramener chez elles, mais certaines lui ont dit que leur famille avait déjà été tuée par les bandits avant qu'elles ne soient enlevées. Keneshi s'est senti mal pour elle et leur a suggéré de venir dans sa ville, où elle pourrait trouver du travail. Primula a également proposé de les aider en utilisant ses relations. Ensuite, Keneshi a interrogé Anémone sur son village et a appris qu'il se trouvait à 800 km de là, mais elle ne voulait de toute façon pas y retourner. Anama a réalisé qu'elle avait probablement été vendue par sa famille, alors Keneshi a décidé de l'emmener avec eux. Il a déposé toutes les femmes qui avaient encore des familles qui les attendaient près de leur village, et après avoir réuni Primula avec Mallow, il se rend directement à la guilde des aventuriers. Les autres aventuriers l'accompagnent également, et lorsque Keneshi pose la tête de Chaga sur le bureau de la réceptionniste panique et lui dit de la jeter. Un autre homme vient s'occuper du problème et appelle Keneshi dans une autre partie de la guilde pour vérifier les primes qu'il a collectées. Keneshi place les 50 têtes sur les tables, choquant les employés de la guilde. Ils appellent tous les hommes capables de gérer le sang et la violence pour aider à la vérification, et Keneshi pousse enfin un soupir de soulagement en se débarrassant des têtes de sa boîte à objets. Le vieux sorcier s'approche de lui et lui dit qu'il possède des types de magie uniques, et que sa boîte à objets a également une grande capacité. Il craint que si les nobles apprennent cela, ils ne laisseront pas Keneshi tranquille, et il dit que si cela arrive, il fuira simplement la ville. Juste à ce moment, le chevalier Paul arrive et dit à Keneshi qu'il va informer le seigneur local de l'implication d'un noble dans l'enlèvement. La vérification des primes prend toute la journée, et à la fin, Keneshi reçoit plus de 800 pièces d'or pour toutes les têtes. Il va voir Anama pour lui donner une part, mais elle refuse de prendre quoi que ce soit, car elle n'a même pas aidé. Cependant, elle demande à Keneshi de la laisser s'occuper d'Anémone, car celle-ci lui rappelle sa fille, morte pendant les épidémies. Keneshi n'a aucun problème avec cela et laisse la fille sous la garde d'Anama. Il partage ensuite la récompense avec les autres personnes qui l'ont accompagné dans la mission de sauvetage et décide de passer la nuit en ville, car il est trop fatigué pour rentrer chez lui. Il se rend à l'auberge où travaille son ancienne petite amie, Aslia. Elle est heureuse de le voir et lui demande si c'est vrai qu'il a vaincu une bande de bandits, mais il ment en disant que c'est faux, car il sait que cette chasseuse d'or ne s'intéresse qu'à son argent. Aslia s'accroche à lui malgré tout, car elle sait que son entreprise est en plein essor, et lui demande d'être son sugar daddy permanent. Keneshi refuse et va dans une chambre pour se reposer, mais bientôt Aslia s'y faufile pour lui offrir une surprise torride. Cependant, ils ne peuvent rien faire, car Anémone et le lynx entrent également dans la chambre, et finalement, Keneshi doit dormir frustré avec Anémone à ses côtés. Le lendemain, il emmène la fille à l'endroit où Anama a installé son commerce, mais, à sa surprise, elle n'est pas là. Les Janshas ne l'ont pas vue non plus, alors Keneshi décide de garder Anémone avec lui jusqu'à ce qu'il trouve la vieille dame. Il se rend ensuite dans une armurerie et vend toutes les armes et armures qu'il a récupérées dans le repère des bandits pour 32 pièces d'or. Ensuite, il vend tous les objets de valeur à l'entreprise de Mallow pour 35 pièces d'or, et tous les objets restants sont vendus au vieux sorcier pour 22 pièces d'or. Keneshi décide de les distribuer également parmi les membres de son groupe, puis rentre chez lui avec Anémone. À sa grande surprise, Anama est déjà là. Elle serre Anémone dans ses bras desquels la voit et dit qu'elle était folle d'inquiétude pour elle. Ils entrent à l'intérieur, où Anémone dit qu'elle veut rester avec Keneshi, et peu importe ce que lui dit Anama, elle refuse de changer d'avis. Anama respecte sa décision et part seule pour la ville, puis Keneshi demande à Anémone pourquoi elle veut rester avec lui. Elle répond qu'il est la première personne à l'avoir nourrie à sa faim, et il décide de préparer un dîner tôt pour elle. Ils mangent ensemble, puis Anémone insiste pour se baigner et dormir avec Keneshi, et il doit accepter ses demandes. Alors qu'ils dorment ensemble, un groupe de personnes mystérieuses encercle la maison, mais disparaît sans rien faire. Bientôt, un mois passe, et les choses ont beaucoup changé. Paul est devenu un noble après son rôle dans la défaite de Chaga. Le noble qui a tenté de faire enlever Primula a également perdu sa position et sa richesse. Keneshi a parlé à Primula et Mallow des vélos, et bien qu'ils aient d'abord ri de son design, ils ont vu le potentiel et lui ont acheté le design. Maintenant, des vélos commencent à apparaître sur les routes de la ville. Keneshi a finalement reçu la récompense pour la chasse aux bandits de la guilde, et il la distribue à tous ceux qui l'ont aidé, donnant le reste aux femmes qu'ils ont sauvées, qui travaillent maintenant dans l'entreprise de Primula.
Il rend également visite à Hanama, mais remarque alors que quelqu'un le suit depuis un moment. Il essaie de se débarrasser du tracker dès que possible, mais se retrouve bientôt coincé par des hommes en robe. Il se précipite dans une ruelle étroite et jette des objets sur son passage pour les ralentir, mais leur carrosse bloque la sortie de la ruelle, et il se rend compte qu'il n'y a pas d'issue. Les hommes en robe le rattrapent et lui disent de monter, car leur employeur veut le rencontrer. Ils lui disent qu'il ne pourra pas invoquer sa bête métallique géante à l'intérieur du carrosse, et Keneshi semble coopérer, mais il invoque alors des feux d'artifice et les lance tout autour. Les hommes en robe sont surpris, et Keneshi et Anemone rampent sous le carrosse pour atteindre la rue principale. Les hommes dégainent leurs épées, mais Keneshi sort également une arbalète et leur dit de s'arrêter. Réalisant que tout le monde les a vus, les traqueurs décident de battre en retraite, et en quelques secondes, Malo arrive avec son carrosse pour sauver Keneshi. Il lui dit qu'il s'agit probablement de l'œuvre d'un noble de la faction anti-monarchie et lui suggère de rencontrer le seigneur local à ce sujet, car ce n'est pas un mauvais homme. Cependant, Keneshi pense que s'il rencontre le seigneur, celui-ci lui demandera de payer des taxes, et c'est la dernière chose qu'il veut faire. Malo le dépose à la porte de la ville, et Keneshi décide qu'il est temps pour lui de dire au revoir à cette ville. Pendant ce temps, Malo rentre chez lui et dit à Primula que Keneshi va probablement quitter la ville, car les choses sont devenues un peu compliquées pour lui ici. Elle décide de le suivre où qu'il aille, et le lendemain matin, elle court jusqu'à sa maison pour découvrir que Keneshi est déjà parti et a emporté toute sa maison avec lui. Elle est effondrée et dévastée, car elle pensait qu'ils avaient une véritable connexion et qu'il l'attendraient, mais il s'avère que c'était une illusion de sa part. Quoi qu'il en soit, Keneshi roule à vélo, emmenant Anemone et le lynx avec lui. Il tombe sur le marchand Fuyu, qu'il a rencontré pour la première fois lorsqu'il est arrivé dans cette ville. Il s'arrête pour discuter avec lui, et Fuyu le bombarde de questions sur ce vélo et la fille. Keneshi lui dit qu'Anemone et le lynx sont sa famille, et qu'ils partent en voyage à travers le pays pour trouver un endroit où vivre une vie paisible. De nombreux jours ont passé depuis que Keneshi et son groupe ont commencé leur voyage, et maintenant ils sont assez proches d'une autre grande ville. Keneshi attrape quelques poissons dans la rivière et en fait des boulettes de poissons pour le déjeuner, puis utilise un drone pour explorer le terrain devant eux. Il voit un immense lac au bout de la rivière et pense que la ville doit être de l'autre côté du lac. Keneshi ne veut pas vivre dans la ville elle-même, alors il parcourt les rives de la rivière et trouve un endroit approprié pour s'installer. Il déblaye et nivelle la zone avec la pelleteuse, puis prétend utiliser un sort de magie pour invoquer sa maison hors de la boîte à objets. Ensuite, il décide de nommer le lynx Vel, car il va vivre avec eux pendant un certain temps. Il reprend la vie tranquille qu'il ne pouvait pas mener dans la ville précédente et commence à apprendre à Anemone à lire et à écrire. Pendant qu'elle s'entraîne à la lecture et à l'écriture, il achète des livres coquins en ligne et commence à les lire. Anemone vient lui demander ce qu'il fait, et il lui dit simplement qu'il lit des livres, ce qui lui donne envie de les lire aussi. Keneshi lui dit qu'ils sont dans une langue différente, mais Anemone est impatiente d'apprendre la langue de son pays. Finalement, Keneshi achète quelques livres pour enfants et commence à lui apprendre le japonais. Le lendemain, il installe ses panneaux solaires lorsqu'il sent soudainement quelqu'un s'approcher de lui, pensant que c'est peut-être un monstre. Keneshi sort son arbalète et se retourne, mais à sa grande surprise, l'invité inattendu est en réalité la fille à fourrure Mialet. Elle saute sur Keneshi, qui ne comprend pas comment elle est arrivée ici. Mialet lui dit qu'elle a suivi l'odeur du lynx et a poursuivi son vélo pour pouvoir vivre avec lui. Keneshi l'accueille, et Anemone est ravie de découvrir que Mialet va désormais vivre avec eux. Plus tard, pendant le déjeuner, Keneshi demande à Mialet des nouvelles de la ville après son départ. Elle lui dit que tout était normal, mais que Paul a proposé à Primula. Keneshi est surpris d'entendre cela, et bien qu'il soit un peu blessé que Primula se soit révélée être une chasseuse d'or, il pense que c'est mieux pour elle d'épouser quelqu'un de jeune et puissant. La nuit, Anemone montre à Mialet les livres d'images que Keneshi lui a achetés, et la fille chat est ravie de les voir, car ils n'ont pas beaucoup de livres comme ceux-ci dans ce monde. Cela donne à Keneshi l'idée de vendre des livres d'images, mais il ne veut pas qu'ils contiennent des histoires de son monde. Il demande à Anemone et Mialet s'ils connaissent des contes de fées, et Anemone lui raconte l'histoire de l'elfe et du prince humain. Selon l'histoire, l'elfe et le prince humain tombent amoureux l'un de l'autre, mais aucun de leur peuple n'est heureux de leur union. Ils attaquent le couple et les tuent presque, mais au dernier moment, les fées interviennent et téléportent les amoureux dans un endroit sûr de la forêt, où ils vivent heureux pour toujours. Keneshi aime l'idée, et le lendemain, il commence son entreprise d'impression et crée 2 livres d'images en noir et blanc avec l'histoire qu'il a entendue la nuit précédente. Il en donne un exemplaire à Anemone et Mialet, qui sont ravis de les recevoir. Soudain, Keneshi remarque un bateau qui se dirige vers eux, et il dit immédiatement à Mialet et Anemone de rentrer à l'intérieur au cas où les gens seraient dangereux. Il se précipite ensuite vers le lac avec son arbalète et ordonne aux personnes dans le bateau de s'arrêter et de s'identifier. L'homme lui dit de ne pas tirer, car il n'est pas là pour lui faire du mal. Il dit qu'ils vivent dans le village de l'autre côté du lac et sont simplement venus vérifier si les personnes vivant ici étaient des bandits. Keneshi lui montre sa carte de marchand pour dissiper ses doutes et explique qu'il porte des armes car il y a eu des problèmes dans la dernière ville qu'il a visitée. Soudain,
Le lynx arrive et commence à se blottir contre Keneshi, et en voyant cela, l'homme-chat qui ramait le bateau est convaincu que Keneshi est un homme bon. Son partenaire est d'accord avec lui et se présente comme Croton. Il vient voir la maison de Keneshi et décide d'acheter un livre d'images pour sa fille. Keneshi passe les jours suivants à cueillir des herbes médicinales dans la région et à repousser les limites des espèces alors que lui et Mialet font des exercices pour adultes dans les bois. Il commence également à travailler sur la fabrication de biodiesel à partir de déchets pour réduire ses dépenses en carburant, et c'est un succès. Une fois cela fait, il décide de visiter la ville voisine, et Mialet le guide car elle y est allée plusieurs fois. Ils se rendent d'abord à la guilde des aventuriers, et Keneshi ne peut pas détacher ses yeux des seins de la réceptionniste, ce qui met Mialet et Anémone en colère. Il lui donne sa carte de guilde pour s'inscrire ici, et la réceptionniste panique en apprenant qu'il est celui qui a vaincu Chaga. Keneshi lui demande de garder le secret car il ne veut pas attirer l'attention inutilement, et avec cela, il termine son inscription dans la nouvelle ville. Plus tard, alors qu'ils essaient les stands de nourriture sur le marché, Keneshi voit Croton et sa fille entrer nerveusement dans des rues sombres, mais il ne s'inquiète pas de leurs affaires privées. Ensuite, il explore le marché et arrive dans une boutique tenue par une vieille sorcière. Là, il trouve un outil magique étrange qui sépare essentiellement la partie utile de tout liquide de la partie inutile. Keneshi réalise qu'il peut l'utiliser pour fabriquer du biodiesel rapidement et plus facilement, alors il l'achète immédiatement pour 5 pièces d'or. Pendant ce temps, Anémone prend un livre, mais la vieille dame lui dit que c'est un livre de magie et qu'elle devrait le remettre. Le Weeb en Keneshi se réveille en entendant parler d'un livre de magie, et bien que la vieille dame lui dise que tout le monde n'a pas le talent pour utiliser la magie, il décide de l'acheter pour tenter sa chance. Il est sur le point d'essayer d'apprendre la magie immédiatement, mais la femme lui dit que tous les livres de magie doivent être enregistrés lors de leur vente, alors il devrait revenir dans une semaine pour le récupérer. Il quitte la boutique et tombe sur l'ami chat de Croton, qui semble pressé. Keneshi trouve cela suspect, puis il voit des voyous à la recherche de quelqu'un, ce qui augmente encore son malaise. Il ne veut pas être mêlé à ce problème, mais c'est à ce moment-là qu'il entend un cri de fille et découvre que les voyous ont coincé Croton et sa fille. Ils sont sur le point de l'attaquer, et Anémone supplie Keneshi de les sauver. Il ne veut pas d'ennui, mais il ne peut pas montrer son côté pathétique à Anémone non plus, alors il demande à Mialet de s'occuper d'elle pendant qu'il va arrêter les voyous. Il achète un masque de médecin de la peste pour les effrayer juste avec son aura, puis leur lance des pétards, disant que c'est sa puissante magie qui peut les réduire en cendres. Les voyous ont tellement peur qu'ils s'enfuient, puis Keneshi enlève son masque pour dire à Croton qu'il est en sécurité. Soudain, son ami chat arrive également et s'excuse pour son retard, mais il est soulagé de voir Croton et la fille en sécurité. Ils se rendent sur la place de la ville pour reprendre leur souffle, et Croton révèle qu'il était un fonctionnaire du gouvernement et a arrêté des membres de la mafia des épices. La mafia des épices lui en veut depuis, et les personnes qui l'ont attaqué aujourd'hui étaient de ce groupe. Keneshi dit que tout est bien qui finit bien, puis Croton présente sa fille Marie au marchand qui a vendu le livre d'images. Marie remercie Keneshi pour le livre, et Anémone se vante d'avoir aidé à le faire. Marie veut aussi aider maintenant, et Anémone demande à Keneshi en son nom. Il accepte car Marie est la première amie d'Anémone du même âge et l'invite chez eux. Quelques jours plus tard, Croton vient avec toute sa famille. Marie et Anémone deviennent très proches lors de cette rencontre, et après cela, elles se rendent souvent visite et aident Keneshi à créer de nouveaux livres d'images. Puis un jour, Croton arrive en courant chez Keneshi et dépose une bourse pleine d'argent sur le pas de sa porte, le suppliant de lui vendre des médicaments car Marie a de la fièvre. Il dit que la maladie est locale à cette région, et que la plupart des gens qui l'attrapent ne survivent même pas une journée entière. Anémone s'inquiète en entendant cela, et Mialet suggère qu'il devrait demander à la sorcière d'utiliser la magie de guérison. Croton dit qu'il n'a pas assez d'argent pour l'engager, mais Keneshi lui dit qu'il fera quelque chose. Il achète un médicament contre la fièvre pour enfants et le donne à Croton pour que la fièvre de Marie reste sous contrôle pendant qu'il part chercher la sorcière. Ils arrivent à la maison assez tard dans la nuit, et la vieille femme dit que la magie de guérison ne peut pas soigner cette maladie, et que le seul médicament connu qui fonctionne est fabriqué à partir des graines d'une fleur blanche trouvée près de la source au milieu de la forêt. Keneshi décide de s'y rendre immédiatement, et Croton et son ami chat l'accompagnent. Cependant, il ne remarque pas que les voyous de tout à l'heure ont localisé la maison de Croton, et il voit cela comme une chance de se venger. Pendant ce temps, Keneshi et Croton atteignent rapidement la source d'où la rivière prend naissance et commencent à chercher la fleur blanche spéciale. L'ami chat de Croton remarque que quelqu'un s'approche d'eux, et Keneshi sort immédiatement son arbalète pour se défendre, mais heureusement, ce n'est que son lynx de compagnie, Vel. Keneshi achète alors un canot pneumatique et se dirige vers le centre de la source, où il trouve les fleurs blanches. Il en collecte rapidement les graines et les remet à Croton, lorsque Vel et l'homme chassant des bêtes hostiles s'approchaient d'eux. Alors que les monstres les encerclent de tous les côtés, Keneshi réalise que ce sont les loups sauvages qu'il a déjà affrontés par le passé. Il sait qu'ils n'ont pas de temps à perdre, alors il achète une paire d'épées et les donne à Croton et à son ami, leur disant de percer les loups et de rentrer chez eux aussi vite que possible. Il décide de rester pour arrêter les loups,
mais Croton ne pense pas que ce soit une bonne idée. Keneshi lui dit de s'inquiéter davantage pour sa fille en ce moment, puis lance un puissant feu d'artifice sur les loups, les repoussant. Il continue de les repousser avec les feux d'artifice bruyants, et Croton rentre chez lui. Cependant, les loups changent rapidement de direction et se dirigent vers lui. Keneshi se demande pourquoi les loups ciblent Croton, et il s'avère que les voyous qui veulent se venger de lui sont derrière tout cela. L'un d'eux utilise un sifflet à chien pour contrôler les loups, et pendant que Keneshi et les autres combattent les loups, Vel repère les voyous. Elle les attaque et neutralise l'homme au sifflet, donnant à Croton et à son ami la chance de s'enfuir. Au moment où l'homme au sifflet récupère son sifflet, Croton est déjà hors de portée des loups. Soudain, le sol commence à trembler, et les loups s'enfuient alors que le père de tous les monstres de la forêt sort. L'ours cornu féroce assomme l'homme au sifflet d'une gifle, et ses partenaires se pissent dessus et s'enfuient. L'ours tourne alors son attention vers Keneshi, qui est à deux doigts de se faire dessus, mais il parvient à invoquer son arbalète et à tirer un coup chanceux dans l'œil de l'ours. Profitant de cette chance, Vel attaque l'ours, mais elle ne peut pas faire beaucoup de dégâts. Keneshi décide d'effrayer l'ours en lui lançant des feux d'artifice très puissants, mais il rate son coup. Cependant, il a l'armure scénaristique active aujourd'hui, et l'ours attrape les bombes avec sa bouche. Les bombes explosent dans sa bouche, lui infligeant de sérieux dégâts, et le reste est un jeu d'enfant. Keneshi invoque rapidement sa pelleteuse, assène un coup plein à la tête de l'ours pour le tuer, puis le range dans sa boîte à objets. Il voit ensuite l'homme au sifflet inconscient sur le sol, et après cela, il rentre rapidement chez Croton. Il découvre que Marie est hors de danger maintenant, et Croton le remercie sincèrement d'avoir sauvé la vie de sa fille. Keneshi demande à Croton de sortir pour une discussion privée et lui explique qu'il a sauvé l'homme au sifflet plus tôt et l'a fait promettre de ne plus attaquer Croton ou sa famille. L'homme au sifflet a accepté, mais il a également dit que beaucoup de gens en voulaient à Croton, et que s'il voulait être en sécurité, il devrait simplement déménager ailleurs. Croton dit qu'il n'a nulle part où à l'écart toute ville ayant un cartel des épices sera dangereuse pour lui. Keneshi a une idée à ce sujet, et il suggère à Croton d'aller sur le territoire de Paul, qui est un nouveau noble et a donc besoin de gens. Il dit qu'il peut écrire une lettre de recommandation et assure à Croton que Paul est un bon gars, et il décide d'en parler à sa famille. Le lendemain, Keneshi raconte à Mialet et Anémone ce qui s'est passé la nuit dernière. Après cela, Croton et son ami partent pour le territoire de Paul pour s'y installer, tandis que Marie et sa mère restent jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétablie. Alors que Keneshi et Mialet sont à l'extérieur de la maison, ils sentent soudainement quelqu'un à proximité, et Keneshi découvre que c'est l'homme au sifflet de la veille, qui est là pour les informer qu'il a tenu sa promesse et a tué des gens qui voulaient du mal à Croton. Après cela, Keneshi se rend à la guilde des aventuriers pour vendre toutes les parties de l'ours monstrueux qu'il a chassé, sauf la pierre magique et sa viande. Mais le boucher lui dit qu'il faudra quelques heures pour la traiter. Keneshi décide de revenir plus tard pour la récupérer, mais alors qu'il traverse le marché, il ressent un frisson dans le dos pour une raison qu'il ignore. La vérité est que Primula est là à sa recherche, et elle était juste à l'intérieur du magasin près de Keneshi. Il décide de chasser ce sentiment et rentre chez lui pour utiliser l'appareil magique qu'il a acheté à la vieille dame pour créer du biodiesel rapidement. Cela fonctionne parfaitement, puis Keneshi retourne au marché pour d'autres tâches. D'abord, il récupère le livre de magie chez la sorcière, puis se rend à la guilde pour récupérer la viande et l'argent pour les parties de l'ours. Alors qu'il rentre chez lui, Primula le repère sur le marché, et Keneshi ressent à nouveau ce frisson. Il se demande si quelqu'un en veut à sa vie et décide de rentrer rapidement, mais Primula lui attrape alors le bras, et il craint que sa vie ne soit sur le point de se terminer. Cependant, lorsqu'il se retourne et voit le visage en colère de Primula, il a encore plus peur pour une raison quelconque. Il lui demande ce qu'elle fait ici, et Primula l'embrasse soudainement, l'appelant cruel et sans cœur pour être parti sans dire au revoir. Il répond que cela aurait causé des problèmes à son entreprise s'il était attrapé par des nobles, mais Primula lui dit que ce n'était pas sa responsabilité. Keneshi constate que tout le monde les regarde, alors il dit qu'il devrait parler en privé, et Primula l'emmène à l'hôtel où elle séjourne. Là, elle continue de jacasser sur tout ce qu'il a fait pour leur famille, y compris leur avoir obtenu un nom de famille grâce au vélo qu'ils ont vendu. Après qu'elle a fini, Keneshi lui demande des nouvelles de son mariage supposé avec Paul, et Primula dit qu'elle a refusé sa proposition. Elle lui dit qu'Anama et le vieux sorcier étaient également contrariés qu'il soit parti sans dire au revoir, et Keneshi dit que la situation l'exigeait. Il lui demande de retourner en ville et de dire à tout le monde qu'il va bien, mais Primula dit qu'elle est là pour le ramener. Keneshi lui dit nerveusement qu'il n'a pas l'intention de revenir, et Primula dit qu'elle ne rentrera pas non plus chez elle dans ce cas. Il lui demande comment elle l'a trouvé, et Primula explique qu'elle a continué à contacter la guilde pour voir s'il s'était inscrit dans une autre ville. Dès qu'elle a découvert qu'il était ici, elle a pris une voiture et est partie le voir. Elle exige alors agressivement que Keneshi lui fasse un bébé tout de suite, et elle n'est pas d'humeur à écouter ses excuses sur la différence d'âge. Keneshi ne peut pas refuser, et il va immédiatement dans sa chambre, et il s'active toute la nuit comme des animaux en chaleur. Le lendemain matin, Keneshi rentre chez lui avec Primula,
et Anémone est vraiment furieuse qu'il ait ramené une femme à la maison. Il semble que Primula ne l'aime pas non plus, et Keneshi réalise que cela va être difficile de les gérer désormais. Primula est également jalouse que Keneshi ait ramené 2 filles à fourrure avec lui au lieu d'une femme convenable comme elle, mais il la convainc qu'elles l'ont suivi de leur propre gré. Quoi qu'il en soit, après avoir installé Primula, Keneshi décide d'essayer d'apprendre la magie, mais il n'a aucun talent pour cela. Il est déçu et se demande s'il peut vendre le livre de magie, et Primula lui dit qu'il peut facilement les vendre à des collectionneurs. Alors que Keneshi réfléchit à cela, Anémone prend le livre de magie et commence à réciter le sort. Soudain, une grande quantité de puissance magique est libérée de son corps, et avant que Keneshi ne puisse l'arrêter, elle lance le sort de boule de feu, mettant le mur devant elle en feu et choquant tout le monde. Anémone recule horrifiée en voyant les résultats de sa magie, tandis que Keneshi panique et achète immédiatement des extincteurs sur son application de shopping. Il dit à Primula et Mialet de faire comme lui, et ensemble, ils parviennent à éteindre le feu. Keneshi se tourne alors vers Anémone, qui se sent terriblement coupable d'avoir mis le mur en feu, mais cela ne le dérange pas du tout. Il est vraiment impressionné qu'elle puisse utiliser la magie, mais alors qu'il exprime son enthousiasme, Anémone s'effondre soudainement. Keneshi l'emmène immédiatement dans son lit, et heureusement, elle n'a qu'une légère fièvre. Le lendemain matin, il achète des pêches en conserve pour qu'elle les grignote pendant qu'elle se repose. Mialet et Primula goûtent également aux pêches en conserve, et elles sont vraiment surprises car les nobles ont un monopole sur le sucre, et seuls eux peuvent manger des choses comme ça. Quelques jours plus tard, Anémone est parfaitement en bonne santé, et même son ami Marie est complètement rétabli. Keneshi décide d'inviter Marie et sa mère à déjeuner et fait griller la viande de l'ours monstrueux qu'il a chassé l'autre jour. Cependant, tout le monde commence à se plaindre que la viande est trop dure et a une mauvaise odeur, alors il décide de la cuisiner d'une autre manière. Il commence par battre la viande jusqu'à ce qu'elle soit tendre, puis la recouvre de sa sauce spéciale pour que toutes les filles l'apprécient. Ensuite, il prépare un curry avec la viande d'ours, et une fois que tout le monde est rassasié, il laisse Marie et Anémone l'aider à faire des livres d'images. Primula voit les livres d'images pour la première fois, et elle est vraiment impressionnée. Elle a soudain une inspiration qui lui fait croire qu'elle peut même attirer l'attention de la famille royale si elle commence à vendre des livres. Elle dit à Keneshi qu'elle veut démarrer une entreprise dans cette ville, et il est un peu surpris car il sait à quel point elle peut être dévouée lorsqu'il s'agit de faire des affaires. Il lui demande ce qu'elle prévoit de vendre à part des livres, et Primula dit qu'elle peut vendre les ragoûts qu'elle a appris à cuisiner avec lui. La mère de Marie dit qu'elle veut également remercier Keneshi, qui a beaucoup fait pour leur famille, en aidant sa femme et propose de devenir serveuse dans son restaurant. Primula est ravie que la femme pense qu'elle est la femme de Keneshi, et elle accepte joyeusement l'offre. Le lendemain, Keneshi conduit Primula en ville avec un stand de nourriture portable pour qu'elle puisse démarrer sa première entreprise à partir de zéro, et Marie et sa mère sont là pour l'aider. Le délicieux ragoût qu'elle sert attire immédiatement beaucoup de clients, mais ensuite des escrocs arrivent également. Ils commencent à crier sur les femmes pour avoir vendu de la nourriture avec des insectes et essaient de les forcer à leur rembourser intégralement. Pendant ce temps, Keneshi explore les environs de sa maison à l'aide d'un drone. Il essaie de trouver des herbes médicinales précieuses qu'il peut vendre, mais avant cela, Anémone repère des roches colorées sur la falaise. Keneshi pense qu'il doit s'agir de minéraux qu'il peut vendre à bon prix, mais ils sont trop hauts pour lui, et il n'a aucune idée de comment les extraire. Bientôt, il remarque que c'est le soir, alors il se rend en ville pour chercher Primula. Il trouve Primula et les autres à l'extérieur de la porte, et elle lui dit avec enthousiasme qu'ils ont vendu tout le ragoût et les livres d'images. Keneshi est impressionné par ses compétences commerciales, même si c'est lui qui a préparé le ragoût et les livres. Soudain, il remarque un nouveau visage et demande à Primula des nouvelles de la femme chat, qui semble faire partie de son groupe maintenant. Primula commence à expliquer qu'au début de la journée, des escrocs ont commencé à la presser pour un remboursement, mais la femme chat est intervenue et a dit à tout le monde qu'elle avait vu les escrocs mettre l'insecte dans la nourriture. Ils n'ont pas pu riposter contre cette dominante à fourrure et se sont enfuis, et impressionné par cela, Primula l'a engagée comme garde du corps. Keneshi remercie la femme Chamina pour avoir protégé sa femme, et elle répond qu'elle est celle qui profite le plus de ce travail car elle est bien payée juste pour surveiller les idiots qui cherchent à causer des problèmes. Après cela, Keneshi ramène Mina chez lui car Primula veut l'inviter à dîner. Cela rend Mialet jalouse car elle voulait être la seule à fourrure dans la vie de Keneshi, mais il la rassure en disant que Mina est juste une garde du corps. Ils dînent ensuite, et Mina trouve le ragoût vraiment délicieux. Elle commence à avoir envie de vin pour l'accompagner, et Keneshi achète la bouteille la moins chère disponible en ligne, qui est toujours le meilleur vin que Mina ait jamais goûté. Elle a déjà l'impression d'être au paradis, puis Keneshi lui dit qu'ils ont aussi des bains. Anémone propose soudain de chauffer le bain en utilisant sa magie, et elle lance une boule de feu dans la baignoire pour la chauffer instantanément à la bonne température. Après le bain, Mina s'allonge sur le lit moelleux et dit qu'elle veut vivre ici pour toujours, mais Mialet est contre car ils ont déjà trop de monde ici. Pendant ce temps, Keneshi apprend les mathématiques à Anémone, et il suggère qu'elle travaille avec Primula pour apprendre les bases des affaires.
Anemone refuse, disant qu'elle veut apprendre la magie pour pouvoir aider Keneshi et partir à l'aventure avec lui. À partir du lendemain, l'entreprise de Primula continue de croître, avec Mina qui la protège des escrocs et des arnaqueurs. Crouton envoie également une lettre à sa femme pour la tenir informée des progrès qu'il fait pour s'installer. Pendant ce temps, Keneshi crée une grande plateforme pour grimper sur la falaise et extraire des minéraux. Il décide d'inviter tout le monde le jour où il est prêt à grimper sur la falaise, et il commence à explorer la région en groupes séparés. Alors que Mina parle à Primula des champignons comestibles dans la forêt, Anemone et Marie trouvent de jolies fleurs, avec Mialet qui veille sur elles. Pendant ce temps, Keneshi utilise une perceuse pour extraire le minéral rose qu'il a vu l'autre jour. Il le met dans sa boîte à objets pour en savoir plus et découvre qu'il s'agit d'un minéral rare appelé rhodinite, et même un seul morceau a une grande valeur. Après avoir extrait une bonne quantité de minéraux, Keneshi décide de s'arrêter. Il achète un hachoir à viande et ajoute des herbes pour créer des boulettes qu'il mange avec de la mayonnaise. Mina a entendu dire que la mayonnaise est devenue célèbre dans la capitale après qu'un sorcier excentrique l'a créée en utilisant la magie. Primula demande à Keneshi s'il l'a faite en utilisant la magie, et il lui dit qu'il est facile de la faire avec des œufs et d'autres ingrédients. Primula sort immédiatement son carnet pour écrire la recette car elle prévoit de la vendre également. Keneshi lui dit qu'ils en parleront plus tard car il prévoit de manger les boulettes en paix, mais Primula dit qu'elle est intéressée par leur vente également. Après avoir mangé les boulettes, Keneshi décide de montrer ses talents avec un autre plat. Il emmène tout le monde au grill extérieur et cuisine un steak de viande d'ours mariné au brandy qui prend feu en chauffant. Mina le trouve plus délicieux que tout ce qu'elle a jamais mangé, et maintenant, elle est vraiment curieuse à propos de l'alcool appelé brandy que Keneshi a utilisé. Elle s'accroche à lui en suppliant pour une gorgée, et il lui verse un verre qui l'enivre instantanément. Elle s'accroche à Keneshi en demandant la permission de rester chez lui de façon permanente, et Mialet commence à la tirer car elle ne lui fait pas confiance. Cependant, Keneshi et Primula pensent que ce ne sera pas un problème de laisser Mina rester avec eux car c'est une bonne employée, mais Primula avertit Keneshi que s'il essaie de devenir trop proche de la fille à fourrure, il pourrait ne pas aimer les résultats. Un mois plus tard, l'entreprise de Primula s'est considérablement développée, et elle possède maintenant plusieurs stands vendant différents aliments. Elle a également embauché de nombreux employés, et une fille nommée Iris confond Keneshi avec le père de Primula. Primula est furieuse en entendant cela et s'accroche à Keneshi en disant à la fille qu'il est son mari. Au fil du temps, Keneshi continue d'extraire le minéral rose, et sa valeur totale dépasse les 15 millions de yens. Anemone étudie également les différents types de champignons et en collecte des utiles dans la forêt au-dessus de la falaise, tandis que les deux filles à fourrure l'utilisent comme terrain de chasse. L'entreprise de Primula continue de croître, et elle loue un entrepôt en ville pour y préparer de la nourriture. Son bénéfice annuel estimé atteint 200 millions de yens, et Iris devient la directrice générale de la filiale alors que le nombre d'employés augmente. Keneshi souhaite que ces temps paisibles et prospères continuent sans problème, mais il ignore qu'il a déjà attiré l'attention de la reine et de la princesse. Peu de temps après, Primula visite le manoir du vicomte Yupa, qui gouverne la ville, et rencontre sa femme, qui a beaucoup entendu parler de son entreprise. Pendant ce temps, Keneshi emmène Anemone dans la boutique de la vieille sorcière, et celle-ci lui dit qu'elle a un livre de sorts d'explosion qui pourrait l'intéresser. Keneshi se souvient du vieux mage de la ville précédente utilisant la magie d'explosion, et étant fan de Konosuba, il ne peut jamais refuser la magie d'explosion. Il achète immédiatement le livre, et la vieille femme lui offre un livre de sorts contenant de la magie domestique gratuitement car Anemone semble intéressée. Plus tard, pendant le dîner, Primula dit à Keneshi que la femme du vicomte veut une belle broche. Elle a visité la ville précédente et a vu une noble se vanter de la broche qu'elle a obtenue de la Malo Trading Company, ce qui a rendu la femme jalouse. Keneshi sait déjà à quel point les femmes sont jalouses lorsqu'elles voient quelqu'un d'autre avec de meilleurs bijoux, et il achète immédiatement une broche sur l'application de shopping en ligne. Primula constate que le visage d'une femme est dessiné sur la broche, ce qui est déjà rare dans ce monde, et en plus, la silhouette de la femme correspond à celle de la femme du vicomte. Keneshi n'est pas vraiment impressionné par cela, et il dit à Primula qu'elle peut dire à la riche noble que cette broche a été spécialement conçue pour elle et lui facturer un supplément. Le lendemain, après que Primula est partie travailler avec sa garde du corps, Mialet parle à Keneshi d'un donjon à proximité et suggère qu'ils essaient de l'explorer. Keneshi est vraiment excité en entendant que les donjons existent vraiment dans ce monde, et il dit que Mialet aurait dû lui en parler plus tôt. Elle se plaint qu'elle ne voulait pas que Mina en entende parler car elle essaierait de les accompagner. Eh bien, maintenant Anemone a entendu parler du donjon, et elle veut venir avec Keneshi, qui lui dit que ce sera dangereux car il y a beaucoup de monstres là-bas. Anemone fait une crise de colère car elle apprend la magie pour pouvoir partir à l'aventure avec Keneshi, et il est obligé de la laisser venir. Bientôt, les trois, ainsi que le lynx, se rendent à l'entrée du donjon. Une fois à l'intérieur, ils trouvent ces murs brillants à la lumière des torchets. Tout le monde est fasciné par les murs de la grotte et les structures à l'intérieur du donjon, et Keneshi prend beaucoup de photos. Bientôt, il trouve un cristal scintillant sortant du mur du donjon, et il invoque immédiatement sa perceuse pour le prendre avec lui.
Anemone et les autres trouvent le bruit fort de la perceuse dérangeant, et Keneshi dit à Mialet de l'emmener ailleurs pour le moment. Soudain, Mialet sent quelqu'un s'approcher d'eux et alerte Keneshi attend alors qu'un monstre araignée géant sort de l'obscurité. Keneshi invoque immédiatement son arbalète et tire sur l'araignée, mais la flèche rebondit sur sa peau dure. Mialet parvient à toucher l'œil de l'araignée du premier coup, et Keneshi réalise que c'est le point faible du monstre. Il demande à Anemone de viser une boule de feu sur les yeux de l'araignée, mais elle a peur et ne peut même pas bouger. L'araignée tire des toiles sur eux, et Mialet parvient à toutes les esquiver tout en portant Anemone. Keneshi réalise qu'ils ne sont pas prêts à combattre le monstre maintenant, alors il lance des pétards pour le distraire avant d'invoquer son vélo et de s'enfuir. Une fois à l'extérieur du donjon, Keneshi réconforte Anemone nerveuse, lui disant qu'elle s'est bien débrouillée pour une première fois. La nuit, pendant que tout le monde prend un bain, Mina apprend l'excursion de Keneshi dans le donjon, et elle est furieuse que Mialet ne lui en ait pas parlé avant de partir. Keneshi leur dit d'arrêter de se disputer car il doit retourner chercher sa machine et les cristaux, et Mina dit qu'elle viendra avec lui cette fois. Keneshi lui rappelle que son travail est de protéger Primula, mais Primula dit qu'elle est un peu fatiguée, alors elle prendra quelques jours de congé. Keneshi sent que quelque chose la tracasse, mais il n'a pas le temps de confirmer ses doutes à cause des autres filles. Plus tard, Keneshi donne à Anemone le livre de magie d'explosion pour qu'elle apprenne un autre sort, et elle commence immédiatement à réciter le sort avec enthousiasme. Keneshi l'arrête avant que cette idiote ne fasse sauter sa maison pour de bon et lui dit qu'elle devrait l'essayer quand elle se sentira mieux. Le lendemain, Anemone commence à s'entraîner pour devenir une aventurière sous la direction de Mialet et Mina. Après cela, tout le gang retourne au donjon, et il trouve rapidement le cristal et la perceuse de Keneshi à côté. Keneshi réalise que l'araignée a dû entendre les bruits de la machine la dernière fois, et il décide de l'utiliser pour l'attirer à nouveau. Son astuce fonctionne, et l'araignée géante sort pour le combattre. Cette fois, Keneshi a fait des préparatifs, et il donne aux filles des pistolets à spray anti-insectes pour affaiblir l'araignée. Une fois que l'araignée semble faible et étourdie, Anemone la frappe avec un mur de feu, lui infligeant de sérieux dégâts, mais alors que tout le monde la félicite, l'araignée bat en retraite. Keneshi décide de la poursuivre et de l'achever, et il conduit son groupe à travers le donjon. Ils arrivent bientôt dans un espace ouvert où ils trouvent l'araignée brûlée dans un coin. Les filles la frappent à nouveau avec le spray anti-insectes, mais avant qu'Anemone ne puisse l'achever, le lynx sent un autre monstre à proximité. Tout le monde se retourne pour voir ce qui agite le lynx, et ils sont horrifiés de voir une araignée géante à un œil. Mina dit à Keneshi que celle-ci est une araignée femelle, et qu'elles sont plus grandes et bien plus dangereuses que les mâles. Keneshi réalise qu'il n'y a aucun moyen de battre la femelle, alors il décide de battre en retraite, mais la femelle est plus rapide que lui, et elle bloque la sortie, piégeant son groupe. Le lynx Vel est le premier à agir, et elle charge l'araignée et lui lacère l'œil pour l'aveugler. Le groupe de Keneshi commence alors à tirer du spray anti-insectes sur l'araignée femelle, puis Anemone la frappe avec une boule de feu. La femelle ne subit pas beaucoup de dégâts malgré les attaques, mais elle ne bouge pas non plus de sa place car elle prévoit de piéger tout le monde ici jusqu'à ce qu'il meure. Keneshi est furieux contre cette tactique, mais il laisse Mialet et Mina continuer à tirer du spray anti-insectes sur l'araignée femelle pendant qu'il range le corps de l'araignée mâle dans sa boîte à objets. Quand il revient, l'araignée femelle est toujours immobile, et Keneshi décide de sortir les gros moyens pour l'affronter. Il commence à dire des bêtises pour faire croire que c'est un sort, puis achète une pelleteuse pleine grandeur valant 9,5 millions de yens. Il envoie les filles chaloin pendant qu'il monte dans la pelleteuse, et Anemone le suit pour être avec lui. Keneshi charge l'araignée avec la pelleteuse et parvient à la jeter. Cependant, l'araignée a encore un peu de force, et elle l'attaque à nouveau, au même moment où le moteur de la pelleteuse tombe en panne. Keneshi panique en essayant de redémarrer le moteur, mais Anemone prend les choses en main. Elle frappe l'araignée avec le sort d'explosion, lui infligeant de sérieux dégâts. Heureusement, Keneshi parvient à redémarrer la pelleteuse, et cette fois, il écrase l'araignée géante jusqu'à ce qu'elle meure. Après cela, il range la pelleteuse et l'araignée dans sa boîte à objets et commence à extraire des cristaux des murs du donjon pour couvrir les dépenses de cette mission. Bientôt, ils rentrent chez eux, et Primula panique en voyant le cadavre de l'araignée géante. Cependant, ce n'est pas la seule façon dont Keneshi va la choquer ce soir, car il prévoit de cuisiner et de manger l'œuf de l'araignée. Tout le monde est dégoûté rien qu'en entendant l'idée, mais l'œuf cuit s'avère plutôt délicieux, et Primula remarque que sa texture est comme celle du fromage, qui est très difficile à fabriquer. Keneshi lui dit que le fromage est très facile à faire, et ce faisant, il réveille la femme d'affaires en sa femme. Primula insiste pour apprendre à faire du fromage, et Keneshi lui montre la version la plus simple de fromage cottage qu'il connaît. Même cela s'avère être la chose la plus délicieuse que les filles aient jamais mangée, et Primula demande soudain à Keneshi d'enseigner cette recette à la femme du vicomte. Keneshi lui dit qu'il ne veut pas s'impliquer avec les nobles, et qu'il serait préférable de vendre du fromage. Primula semble nerveuse en entendant cela, et soudain, Mina dit à Keneshi la raison de sa demande. L'entreprise de Primula est actuellement harcelée par un marchand puissant et corrompu qui dirige la mafia des épices dans cette ville,
et elle ne voulait pas en parler à Keneshi avant d'avoir tout fait pour le gérer. Keneshi est furieux en entendant cela et dit qu'il peut simplement écraser ce salaud avec sa pelleteuse, mais Primula ne veut pas cela. Elle veut se battre comme le font les marchands, et cela implique d'obtenir l'aide des nobles. Keneshi comprend que c'est une question de fierté pour elle, alors il laisse Primula faire comme elle veut. Elle partage la recette avec la femme du vicomte, qui envoie une lettre au marchand corrompu disant que quiconque harcèle l'entreprise de Primula sera sévèrement puni. Le harcèlement cesse grâce à cela, et Primula peut faire des affaires comme d'habitude. Peu de temps après, Keneshi repère un bateau se dirigeant vers sa maison, et lorsqu'il sort ses jumelles pour voir qui c'est, il est choqué de découvrir que c'est la vicomtesse qui vient lui rendre visite en personne. Lui et Primula vont l'accueillir, et la vicomtesse dit à Keneshi qu'elle a beaucoup entendu parler de lui car il est l'homme qui a tué Shaga et ses bandits. Keneshi essaie de prétendre qu'elle s'est trompée de personne, mais la femme a fait ses recherches. À contre-cœur, Keneshi lui demande ce qu'elle veut, et la vicomtesse s'incline devant lui pour faire une demande, et il réalise que cela ne va pas être amusant. La vicomtesse explique que le roi a ordonné la création d'un canal qui traverse tout le pays, et que tous les nobles doivent construire la partie qui passera par leur territoire. Malheureusement, leur territoire est très en retard, et à cause de cela, son mari a été humilié devant le roi. La vicomtesse Canaan dit à Keneshi que s'ils ne parviennent pas à terminer la construction à temps, ils pourraient perdre leur titre de noblesse et leurs terres. Elle dit qu'une partie importante du canal doit être terminée en un mois, et elle veut désespérément que Keneshi le fasse à temps. Elle promet de le récompenser avec tout ce qu'il veut s'il y parvient, y compris son corps, mais Keneshi refuse cette offre car il les préfère jeunes. Canaan se calme un peu et dit que puisque Keneshi est un mage, il doit être intéressé par les livres de sorts. Elle dit qu'elle peut lui donner le sort rare appelé haute protection, et Mina dit à Keneshi que c'est un sort de défense puissant qui peut même bloquer l'attaque d'un dragon. Keneshi est intéressé maintenant, et il pense que ce serait génial si Anémone pouvait utiliser un tel sort. Il accepte de prendre le travail, et Canaan l'emmène dans son manoir et lui donne tous les meubles inutilisés comme argent nécessaire pour le projet. Cela rapporte à Keneshi plus de 100 millions de yens, et il part immédiatement pour le site de construction dans sa nouvelle berline. Les filles sont étonnées de voir cet étrange carrosse, et la vicomtesse se révèle être une femme assoiffée qui continue de dire à Keneshi qu'elle lui donnera son corps comme récompense supplémentaire, mais il continue de refuser. Après avoir conduit toute la nuit, ils atteignent le site de construction, et Keneshi trouve qu'il a un travail difficile devant lui car même la forêt n'a pas été défrichée pour les 5 km restants du canal. Alors qu'il essaie de calculer le temps dont il aura besoin, les amis de Mialet le repèrent. Keneshi est surpris de les voir travailler ici car ils avaient beaucoup d'argent après la chasse aux bandits, mais ils l'ont tous dépensé. Pendant que Mialet leur fait la leçon pour leur négligence, Mina s'accroche à Keneshi, et tous les hommes chassent sous le charme. Après cela, Canaan présente Keneshi aux marchands qui leur fournissent les matériaux pour construire le canal. Ils lui remettent la facture pour les articles, et Primula jette un coup d'œil pour découvrir que les marchands arnaquent la vicomtesse. Elle leur dit qu'il est injuste de facturer 10 pièces d'argent pour une hache, et les marchands lui disent qu'elle n'a pas d'autre choix que d'acheter les haches auprès d'eux car personne d'autre ne viendra faire des affaires ici. Primula relève le défi et demande à Keneshi s'il peut obtenir la même quantité de haches que les marchands apportent. Il achète immédiatement une hache en ligne et dit qu'elle ne coûte qu'une pièce d'argent, ce qui choque Canaan et les marchands. Elle décide immédiatement d'acheter les fournitures auprès de lui, mais les marchands se mettent en colère. Il rappelle à Canaan qu'ils sont de la compagnie marchande Togalom, et qu'elle ne peut pas se permettre de se faire des ennemis d'eux. Voyant Canaan et Primula se taire, Keneshi réalise que Togalom est le salaud qui harcelait l'entreprise de Primula. Il a fait des recherches approfondies sur lui et a découvert qu'il a de solides connexions avec des gens au pouvoir, et qu'il s'occupe parfois des affaires sales du vicomte. Cependant, comme terminer le canal à temps est leur priorité, Canaan décide tout de même de faire des affaires avec Keneshi. Il fournit le nombre requis de haches, puis achète une grande quantité de kérosène pour alimenter sa pelleteuse afin de creuser le canal. Les travailleurs bêtes continuent de couper les arbres pendant ce temps, et ils prennent un peu de temps pour chasser des offrandes pour Vel car ils vénèrent tous les lynx. Lorsque Keneshi rentre chez lui plus tard, il apprend que le carrosse de Canaan mettra encore un peu de temps à arriver, alors il l'invite à rester chez lui. Il prépare ensuite un délicieux dîner avec l'aide d'Anémone, et Canaan est vraiment impressionné par le goût. Keneshi remarque alors ses amis chats qui les observent de loin et les invite à se joindre à lui. Ils disent qu'ils veulent manger avec lui mais doivent refuser car ce serait injuste pour les autres travailleurs. Ils disent à Keneshi qu'il n'y a qu'un seul restaurant à proximité, mais la nourriture y est trop chère, alors la plupart des travailleurs mangent de la nourriture peu appétissante. Primula a une idée pour aider les travailleurs tout en booste son entreprise, et avec la permission de Keneshi, elle installe son stand de nourriture pour servir les travailleurs à un bon prix. Plus tard dans la nuit, Keneshi achète de nouvelles baignoires pour que Canaan puisse prendre un bain, et cette femme assoiffée lui ordonne de prendre un bain avec elle. Elle se jette littéralement sur lui, mais Keneshi esquive toutes ses avances, lui disant qu'il est un homme de famille et qu'il ne veut pas s'impliquer davantage avec les nobles. Le lendemain matin, lorsque Keneshi se réveille,
il trouve Canaan aidant Primula avec son stand de nourriture, et la voir agir comme des gens normaux lui fait voir la vicomtesse sous un autre jour. Cependant, il assure à ses filles qu'il ne laissera pas la vicomtesse s'immiscer dans son pantalon, mais Canaan lui dit qu'elle a un mois entier pour essayer. Soudain, la propriétaire du restaurant à proximité arrive et commence à crier comme une carène totale sur Primula pour lui avoir volé ses affaires. Cependant, lorsqu'elle entend que Primula est la fille du célèbre marchand Mallow, elle recule. Primula lui dit que si elle veut que les gens mangent dans son restaurant, elle devrait facturer un prix équitable, et la femme n'a d'autre choix que de faire de même. Keneshi continue de travailler sur le canal après cela, et bientôt, les serviteurs de Canaan arrivent, mais ils n'ont pas grand-chose à faire. Bientôt, Keneshi réalise qu'il manque d'eau, et il n'aime pas l'idée de l'acheter en ligne, alors il demande aux travailleurs comment ils se lavent, et il lui parle d'une source dans les collines qui est facile d'accès pour eux mais difficile pour les humains. Keneshi leur dit de lui apporter de l'eau en échange d'alcool, et les bêtes acceptent immédiatement ce petit boulot. Ils apportent à Keneshi toute l'eau dont il a besoin pendant la journée et organisent une fête de l'alcool la nuit. Canaan se saoule avec les bêtes, et elle devient encore plus agressive en flirtant avec Keneshi. Cependant, il utilise le fait qu'elle est ivre pour lui faire signer un contrat disant qu'elle suivra ses instructions à partir de maintenant pour arrêter ses tentatives de séduction. Avec cette distraction écartée, Keneshi termine la construction du canal à temps, et la famille royale arrive de la capitale pour célébrer l'achèvement. Keneshi est également obligé d'assister à la célébration même s'il ne le voulait pas, puis Canaan l'appelle pour montrer sa magie unique devant tout le monde. Il décide de jouer le jeu, invoquant sa pelleteuse et jonglant avec une bûche pour impressionner tout le monde. Après cela, les nobles commencent à se mêler, et un vieil homme particulièrement jaloux du territoire de Canaan ne cache même pas qu'il espérait qu'ils échoueraient et abandonneraient leur terre. Il part furieux lorsque Canaan rit de sa déclaration, mais lorsqu'il entre dans son carrosse, Primula repère l'ex-noble qui a payé le bandit Chaga pour l'enlever. Keneshi réalise que le vieux noble sera probablement un ennemi, mais il n'y a rien à faire pour l'instant. Plus tard, il rencontre le mari de Canaan, le vicomte, qui avoue que jusqu'à présent, il a laissé la gouvernance de son territoire entre les mains d'autres personnes. Cependant, après avoir à peine respecté le délai grâce à Keneshi, il a décidé de faire mieux et de prendre pleinement en charge ses devoirs, mais ce n'est pas le principal sujet dont il veut parler. Au lieu des problèmes du territoire, le vicomte est plus curieux des livres imprimés que Keneshi vendait car il est un peu artiste lui-même. Il supplie Keneshi de lui apprendre comment il a imprimé ses livres, et Keneshi accepte, rendant le gros homme heureux de pouvoir enfin publier les livres qu'il a écrits. Après cela, le vicomte parle avec Primula, lui demandant de prendre en charge les finances de ses terres à partir de maintenant car, sans elle, la corruption des marchands ne serait jamais mise au jour. Primula répond que c'est trop pour elle et dit qu'elle demandera l'aide de son père. Alors que le vicomte est reconnaissant qu'elle fasse appel à la célèbre Mallow Trading Company, il craint également que cela ne mette Togalom assez en colère pour faire des choses désagréables. Keneshi lui dit d'utiliser la force pour se débarrasser de ce salaud, mais le vicomte révèle qu'ils n'ont pas assez d'argent pour maintenir une armée, c'est pourquoi ils ne peuvent rien faire contre Togalom. Canaan surgit soudainement, disant que Keneshi peut gérer ce problème, et il réalise qu'il ne pourra pas la refuser, alors il accepte de le faire s'il reçoit les ordres. Peu de temps après, Keneshi et ses filles rentrent chez eux, et pendant qu'ils prennent un bain ensemble, Mina remarque que puisqu'Anémone a de grands pouvoirs magiques, elle doit les tenir de sa mère. Keneshi est d'accord avec elle et demande à Anémone si elle sait quelque chose sur sa mère biologique, mais elle lui dit qu'elle n'en a aucune idée. Apparemment, elle a été élevée par une femme dans la rue après la mort de sa vraie mère, et maintenant, elle ne veut pas se donner la peine de trouver sa famille biologique car elle est satisfaite de vivre avec Keneshi. Le lendemain, Keneshi et Anémone vont chez la vieille sorcière, qui enregistre le livre de sorts haute protection pour eux. Alors qu'Anémone va lire le livre de sorts, Keneshi demande à la vieille femme si elle a déjà entendu parler d'une jeune mage talentueuse morte dans la rue il y a environ 10 ans. La vieille femme sait que Keneshi cherche la mère d'Anémone, et bien qu'elle ne sache rien sur une mage morte dans la rue, elle se souvient d'une mage aux cheveux noirs talentueuse nommée Armeria qui a disparu il y a environ 10 ans. Coïncidence, Armeria était la propriétaire précédente du livre de sorts haute protection avant Anémone, selon les archives, et la vieille femme pense que ce ne peut pas être une simple coïncidence. Cependant, elle dit à Keneshi qu'il ne devrait pas se donner la peine de chercher la famille d'Anémone car elle est clairement amoureuse de lui. Keneshi est profondément choqué en entendant cela et dit clairement à la vieille sorcière qu'il n'est pas un fichier PDF et qu'Anémone est comme sa fille. Peu de temps après, Keneshi rentre chez lui avec Anémone et Mialet, mais Anémone décide de pratiquer le sort haute protection en chemin. Elle parvient à créer une barrière pendant une seconde avant qu'elle ne se brise, et elle tombe au sol. Elle a l'air contrariée d'avoir échoué, et alors que Keneshi essaie de la réconforter, elle lui dit que son estomac lui fait mal. Keneshi panique en entendant cela et commence à chercher un médicament contre les maux d'estomac en ligne, mais Mialet sent quelque chose d'étrange. Elle dit à Keneshi qu'Anémone vient d'avoir ses premières règles, et il réalise ce qui se passe. Il la ramène rapidement à la maison, et heureusement, Primula revient également du travail juste à temps.
Elle explique à Anémone les règles et les changements dans son corps, et elle sort en courant joyeusement, disant à Keneshi qu'elle peut avoir des bébés maintenant. Keneshi lui dit que c'est bien pour elle, mais Anémone lui dit soudain qu'elle veut ses bébés. Keneshi crache son café en entendant cela, puis dit à Anémone qu'elle est au moins 5 ans trop jeune pour faire quoi que ce soit avec lui, mais cela met Primula en colère. Elle lui tire les oreilles, lui demandant s'il est sérieux, mais il lui dit qu'il essaie simplement de distraire Anémone pour l'instant car quand elle grandira, elle trouvera un autre homme et l'épousera. Quelques jours plus tard, alors que Keneshi travaille sur la falaise derrière sa maison, il repère un carrosse roulant sur l'eau. Il est surpris par cela et encore plus surpris lorsque Malo en sort. Malo salue les deux et félicite Primula pour son entreprise prospère avant de dire à Keneshi qu'ils doivent discuter de la manière de gérer Togalom. Keneshi arrête le marchand trop enthousiaste et lui dit qu'avant de discuter des rivaux commerciaux, ils doivent d'abord discuter de quelque chose de plus important. Il installe un pique-nique sous un parasol de plage, et Primula et Malo oublient tout le reste alors qu'ils commencent à spéculer sur le potentiel commercial du parasol. Après cela, Keneshi demande officiellement à Malo de lui permettre d'épouser sa fille, et le vieil homme rit simplement, disant qu'il ne peut rien faire maintenant car Primula a déjà fait irruption dans sa maison. Ils ont un petit moment familial agréable, et plus tard, Keneshi organise une fête en l'honneur de son beau-père. Bientôt, Malo commence à travailler pour augmenter son influence sur le marché dans cette ville, et entre-temps, de vieux amis viennent voir Keneshi. Crouton est venu lui rendre visite, et il a amené Paul avec lui. Paul est ravi de voir Primula, mais lorsqu'il apprend qu'elle a épousé Keneshi, il est dévasté. Il pensait qu'elle était juste timide lorsqu'elle a disparu après qu'il lui a proposé, mais maintenant, il réalise qu'il n'avait aucune chance. Il abandonne et accepte que Primula ait choisi le meilleur homme pour passer sa vie. Avec un autre allié fort à ses côtés, Keneshi décide de s'occuper de Togalom et se rend au marché, où Kanaan et son mari sont également présents pour le voir affronter le marchand maléfique. Keneshi va au stand de la compagnie commerciale de Togalom et demande s'ils achètent des choses, et un homme enthousiaste répond par l'affirmative. Keneshi dit qu'il a quelque chose à vendre et sort immédiatement le cadavre de l'araignée monstrueuse de sa boîte à objets. Cela crée le chaos et la panique sur le marché, et le marchand demande à Keneshi s'il essaie de les provoquer. Keneshi lui dit qu'il a tout à fait raison, et les hommes de main de Togalom arrivent armés pour le combat avant que Togalom lui-même n'apparaisse. Ces hommes identifient Keneshi et disent à Togalom qu'il est le mage qui a perturbé leurs affaires. Keneshi dit au salaud qu'il va lui rendre la monnaie de sa pièce pour avoir harcelé sa femme, et Togalom ordonne à ses hommes de l'attaquer car il est seul. Cependant, Keneshi n'est pas venu sans renfort, et Paul, Crouton et d'autres se joignent à lui pour combattre à ses côtés. Togalom est toujours confiant dans sa victoire car il a plus d'hommes, mais lorsque Vel saute devant Keneshi, tous les hommes chats sont pris de court. Lorsqu'ils apprennent que le lynx sacré est un membre de la famille de Keneshi, ils tournent les talons et s'enfuient car ils ne peuvent pas combattre contre lui. Togalom se retire immédiatement dans son bastion, et alors que Keneshi et son groupe y entrent, ils trouvent une bande de mercenaires chiens qui n'ont aucun problème à combattre un lynx. Vel est étrangement agité en voyant leur chef, et Keneshi réalise qu'il est le salaud qu'il a blessé dans le passé. Les mercenaires chiens les attaquent immédiatement, et Paul s'avance pour combattre leur chef. Miale et Mina s'occupent du reste des mercenaires chiens, montrant leur technique d'archerie impeccable, tandis que l'ami de Crouton repousse également les chiens. Le chef chien continue de combattre Paul à armes égales, puis Keneshi décide de rejoindre le combat. Il invoque sa mini-pelleteuse et commence à détruire le domaine de Togalom et à lancer des pierres sur ses hommes pour les assommer. Togalom se retrouve seul maintenant, et il essaie de s'enfuir, mais Keneshi le poursuit. Une fois qu'il suit Togalom à l'extérieur, Keneshi range la mini-pelleteuse dans sa boîte à objets et invoque la grande pour détruire sa boutique. Alors que Keneshi détruit son bâtiment, le salaud commence à paniquer, mais Malo demande alors à Keneshi d'arrêter, disant qu'il n'est pas nécessaire de détruire le bâtiment car ils peuvent l'utiliser comme leur quartier général dans cette ville. Togalom maudit Malo et Keneshi mais leur dit qu'ils seront punis par la loi pour avoir tenté de le tuer. Cependant, Keneshi lui dit que ce sera l'inverse. Il dit qu'au moment où Togalom a ordonné à ses hommes de dégainer leurs armes, il a été accusé de complot contre la vie du vicomte. Le salaud ne comprend pas ce qui se passe, puis le vicomte s'avance, agissant comme si Togalom avait essayé de le tuer pour donner à Keneshi une raison valable de son crash. Le vicomte dit alors à Togalom que s'il laisse derrière lui sa propriété et quitte la ville pour de bon, il va lui pardonner ses crimes. Togalom n'a d'autre choix que d'accepter cette offre pour sauver sa vie, et avant de partir, il dit à Malo qu'il a trouvé un bon partenaire en Keneshi. Cependant, il lui demande de réfléchir à la raison pour laquelle sa fille a été enlevée. Juste au moment où il dit cela, un messager arrive de la capitale royale, disant que le roi a convoqué le mage connu sous le nom de Keneshi immédiatement. Le vicomte confirme que la lettre est réelle, et Togalom rit en disant à Keneshi que le clou qui dépasse se fait marteler. Il part avec cela, mais Keneshi est plongé dans de profondes pensées à propos de ces mots. Il commence à soupçonner que la vraie raison pour laquelle Primula a été enlevée est que des gens puissants étaient jaloux de l'augmentation de la valeur de l'entreprise de Malo après qu'il s'est allié avec eux.
La pensée qu'il est la raison pour laquelle Primula était en danger met Kenichi en rage, et il décide de s'assurer de sa sécurité à partir de maintenant. Cette nuit-là, il dit à Primula et Malo qu'il ne leur fournira aucun nouvel objet pour le moment afin qu'ils n'attirent pas une attention indésirable. Primula refuse d'accepter qu'il est la raison pour laquelle elle était en danger. Elle dit qu'ils doivent prendre des risques pour gagner des profits, et se faire enlever en fait partie. Elle dit à Kenichi qu'elle ne se soucie pas des conséquences car elle a décidé de passer sa vie avec lui. Elle dit que la famille royale était destinée à l'appeler tôt ou tard, et maintenant elle veut l'accompagner pour le soutenir. Le lendemain, Croton emmène sa femme et sa fille dans leur nouvelle maison sur le territoire de Paul. Anémone fait un adieu émouvant à sa meilleure amie Marie, et après cela, Kenichi décide de faire son mouvement. Il emballe toutes ses affaires, puis demande à Canaan et au vicomte ce qui se passera s'il s'enfuit au lieu d'aller à la capitale. Les deux paniquent en entendant cela car cela serait considéré comme un acte de rébellion, et il serait considéré comme coupable d'avoir laissé Kenichi s'échapper. Voyant qu'il n'a pas le choix, Kenichi décide d'aller à la capitale royale, et ses filles ne le quitteront pas, peu importe ce qu'il leur dit. Bientôt, Kenichi et ses filles atteignent la capitale royale en voiture, et ils sont surpris de voir des golems en train de réparer les murs du château. Une fois les murs franchis, ils entrent dans la capitale, mais ils n'ont pas de carte car le plan de la ville est top secret, et Kenichi se perd autant que Zoro en essayant de trouver un chemin. Il parvient à atteindre le palais et montre aux gardes la lettre d'invitation du roi. Les gardes lui disent d'attendre à l'extérieur, et bientôt, la princesse du pays sort pour voir l'invité. Kenichi et ses filles s'agenouillent immédiatement devant la princesse Lilith, qui lui demande « Comment diable êtes-vous arrivé à la capitale depuis une ville lointaine en seulement 2 semaines ?» Kenichi lui parle de la bête invoquée qu'il chevauche, qui est sa voiture, et Lilith est très curieuse à ce sujet. Malgré les avertissements de ses accompagnateurs, elle monte dans la voiture de Kenichi, qui l'emmène faire un tour. Lilith est impressionnée par la voiture, mais Kenichi essaie de lui faire comprendre qu'il ne faut pas monter dans des véhicules avec des étrangers, lui demandant ce qu'elle ferait s'il la kidnappait. Mais la princesse aime le chaos et lui dit qu'être kidnappée sera pour elle une nouvelle aventure passionnante. Kenichi se rend compte qu'il est inutile de lui dire quoi que ce soit, et il la ramène simplement à la porte du palais. Les serviteurs commencent à harceler Lilith à propos de ses actions imprudentes, et elle leur dit de quitter leur travail s'ils ne peuvent pas la gérer. Après cela, elle inspecte les compagnons de Kenichi et décide qu'il est une personne de confiance. Elle décide de le récompenser simplement parce qu'elle l'aime bien, et Kenichi ne veut rien de plus qu'un coin du jardin royal où il pourra installer son campement pour rester avec sa famille. Il explique que la plupart des auberges n'acceptent pas les beast folk, mais il veut qu'il reste avec lui, et Lilith rit de sa simple demande. Elle autorise Kenichi à installer son campement dans les jardins jusqu'à ce qu'il rencontre le roi, mais lui fait comprendre que cela peut prendre des mois avant qu'il n'obtienne une audience. Kenichi est déjà épuisé en pensant à la période d'attente, mais il suit Lilith dans un coin du jardin royal, où il convoque sa maison. Tout le monde est choqué de le voir sortir une maison de nulle part, et Lilith n'attend personne pour aller la vérifier à l'intérieur. Ses serviteurs inquiets se précipitent à sa suite, mais elle est plus rapide que tout le monde et explore rapidement la maison. Elle déclare ensuite qu'elle va rester ici avec Kenichi, et bien que ses serviteurs lui disent que c'est inacceptable, elle fait ce qu'elle veut. Ensuite, Kenichi installe d'autres bâtiments près de sa maison et fait appel à sa mini-pelle pour creuser des fosses de toilettes. Lilith est très curieuse de voir les bêtes de fer dont elle a seulement entendu parler et grimpe sur les genoux de Kenichi, provoquant le chaos parmi ses serviteurs. Kenichi la porte dans ses bras, mais cela énerve l'un des gardes de Lilith, qui lui dit d'éloigner ses sales pattes de la princesse. Dès que Kenichi pose la princesse au sol, le garde l'attaque, mais Kenichi réagit rapidement et achète un bouclier anti-émeute pour se protéger. Il utilise ensuite son arbalète pour effrayer le garde et le faire reculer, mais Anémone ne se contente pas de cela. Elle commence à charger une boule de feu pour griller le garde, et Kenichi ne parvient pas à l'empêcher de tirer. Heureusement, un mage protège le garde à l'aide d'une barrière magique, et avant que les choses ne s'aggravent, Lilith intervient et demande à tout le monde de se calmer. Elle s'adresse ensuite à Anémone et lui dit qu'il est impressionnant qu'elle soit un mage compétent à son âge. Lilith l'interroge sur les autres sorts qu'elle peut utiliser, et quand Anémone révèle qu'elle peut utiliser un sort d'explosion, la princesse est surprise. Elle dit aux gardes qu'ils ont de la chance qu'Anémone n'ait pas utilisé le sort d'explosion dès le départ, sinon ils auraient reçu une promotion pour avoir sacrifié leur vie. Après cela, Kenichi dit à Lilith qu'il doit préparer le dîner, et elle est curieuse de voir ce qu'il mange, alors elle s'invite. Kenichi gagne son cœur en lui servant du curry, et Lilith est curieuse de connaître les épices qu'il a utilisées. Kenichi se contente de lui passer la poudre de curry, affirmant qu'il s'agit d'un produit célèbre de sa ville natale, mais qu'il ne connaît pas les épices exactes utilisées. Lilith est satisfaite et passe immédiatement aux couverts utilisés par Kenichi. Elle lui demande de les lui vendre, et Primula dit à Kenichi d'augmenter considérablement les prix, car la princesse ne rechignera pas à payer. Suivant son conseil, Kenichi vendit jeux d'assiettes et de cuillères à la princesse, qui demande à sa servante de les apporter, ainsi que le mélange d'épices, au chef cuisinier.
Une fois la servante partie, Lilith commence à demander à Kenichi s'il a des objets interdits dans sa boîte à objets, mais Anémone devient soudain jalouse de la princesse qui se rapproche trop de Kenichi. Elle le sépare, et bien que Kenichi assure à Lilith qu'il est comme le père d'Anémone, celle-ci a bien l'intention d'en faire son père. Elle dit fièrement à la princesse qu'une fois majeure, elle aura les enfants de Kenichi, et cette déclaration rend Lilith peu sûre d'elle et triste car elle sait qu'elle devra épouser quelqu'un qu'elle n'aime même pas pour des raisons politiques. La nuit arrive bientôt et Lilith prend un bain avant d'aller dormir avec Anémone et Primula. Kenichi et les chats dorment dehors, mais soudain, les chats sentent quelque chose d'étrange venant de la direction du palais. Dès le lendemain, la vie de Kenichi est entièrement dirigée par les caprices de Lilith. Elle l'envoie en mission pour exterminer les rats dans les sous-sols du palais et organise même une vente aux enchères pour l'araignée géante qui se trouve dans sa boîte à objets. Quelques jours plus tard, elle décide de lui offrir le curry que le chef cuisinier du palais a préparé, et bien qu'il ait l'air complètement différent, Kenichi trouve qu'il a un goût assez similaire. Il félicite le chef, mais Lilith lui demande s'il a quelque chose que le chef ne peut pas copier. Kenichi n'aime pas la concurrence inutile, mais il sort une boîte de chocolat de luxe pour la princesse, et le chef s'avoue vaincu après avoir goûté un seul morceau. Le lendemain, Lilith retourne chez Kenichi pour chercher d'autres chocolats, disant que la reine veut en manger aussi. Kenichi lui donne immédiatement une boîte, puis Lilith explique que la reine n'est pas sa mère biologique, mais qu'elles sont en bons termes. Elle l'avertit également que la reine est assez lunatique et qu'il doit essayer de ne pas se mettre à dos lorsqu'il la rencontrera. Quelques jours plus tard, les félines ressentent à nouveau l'étrange sensation qu'elles ont eue plus tôt, et même les servantes de Lilith commencent à bavarder entre elles. Lilith dit à Kenichi que la plupart des gens croient que des fantômes hantent le palais royal, et qu'elle pourrait ressentir leur présence. Anémone et les autres sont terrifiés rien qu'en entendant cela, mais les servantes de Lilith lui conseillent alors de demander à Kenichi d'exorciser les fantômes. Kenichi accepte rapidement l'offre, même s'il ne sait pas ce qu'il peut faire contre les fantômes, mais il obtient de Lilith la permission de laisser les chats entrer dans le palais avec lui. Après cela, il commence à se préparer pour la mission d'élimination des fantômes et achète de l'eau bénite en ligne, qu'il mélange à de l'alcool pour la vaporiser. Il n'est même pas sûr que cela fonctionne, mais lorsqu'il vaporise les endroits où les chattes et les servantes ressentent une étrange présence, elles lui disent que son exorcisme fonctionne et qu'elles se sentent à l'aise. Kenichi pense qu'il s'agit simplement d'un effet placebo, mais il continue à vaporiser l'eau bénite dans tout le palais et atteint finalement la dernière destination, la chambre de la reine. Lilith explique que la reine a du mal à dormir ces derniers temps, et que même lorsque Kenichi asperge toute la pièce, le lynx-vel ne sent aucune différence. Cependant, son attention se porte sur un vase de fleurs qui se trouve dans la pièce, et Kenichi se rend compte qu'il doit être à l'origine du problème. Il demande à Lilith de dire à la reine de se débarrasser du vase, et elle lui répond qu'elle s'en chargera. Lilith décide de récompenser Kenichi pour avoir exorcisé les fantômes en le laissant lire des livres rares sur la magie dans la bibliothèque royale et lui dit qu'il ne peut rien emporter de la pièce. Elle le laisse seul avec Anémone dans la pièce, et il trouve différents livres intéressants. Anémone dit qu'ils ne peuvent pas tous les lire, mais Kenichi lui dit qu'ils vont simplement les copier au lieu de les lire. Anémone dit que c'est illégal, mais quand Kenichi lui rappelle à quel point Lilith l'a ennuyé, elle accepte de copier les livres avec un scanner portable. Peu après, le jour de l'audience avec le roi arrive enfin, et Kenichi se rend dans la salle du trône avec toute sa famille à ses côtés.